Bonjour à toutes et tous, salut Jules, salut iFixlay, pardon, salut Alpha, salut Alice, salut Manhattan, salut Margarine Yourcenar, salut Foreshadow, salut Kesta, bienvenue dans le talk de France Info. 2 heures sur Twitch et TikTok de 17h à 19h les mercredis et jeudis pour faire le point avec des experts et vos questions bien sûr dans le chat sur l'actualité diplomatique, économique, scientifique, politique, du web, de la tech et des idées aussi certainement. On est ensemble pour 2 heures de stream. Vous posez vos questions dans le chat, moi je les passe aux invités, il n'y a que deux règles, je les rappelle. La première, c'est la courtoisie, la bienveillance, on est sur le service public, s'il vous plaît. Et la seconde, c'est de terminer vos questions par un point d'interrogation, ce qui permet de constater dans le chat, alors que j'écoute mes invités, que vous posez une question. Ça permet de ne pas les louper. Au programme de ces 2 heures, la perspective d'une troisième guerre mondiale, alors que la France commémore aujourd'hui, jeudi 8 mai, la victoire, le 8 mai 45, des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. On va voir s'il s'agit d'un fantasme, d'une hypothèse à considérer. Alors on ne va pas jouer à se faire peur, mais sans doute trouvera-t-on pendant cette heure de quoi donner du grain à moudre, autant aux Candide qu'aux Cassandre. Ce sera jusqu'aux 18h, 18h heure à laquelle nous prendrons le train pour Rome, où dans le secret du conclave, les cardinaux tentent d'élire le successeur du pape François, et peut-être qu'on aura même le nom, peut-être du futur pape d'ici la fin du stream. Réponse avant 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h05. Allez, à Paris, une heure de plus à Gaza, dévastée par les bombes israéliennes, une heure de plus aussi sur le front ukrainien, où brièvement les canons se sont tus, le temps d'un court cessez-le-feu, et peut-être aussi 4 heures de plus à New Delhi, qui accuse le Pakistan d'avoir attaqué son territoire avec des missiles et des drones. Alors j'arrête ici le tour des fuseaux horaires par les guerres, mais à l'heure où la France, ce 8 mai, commémore les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'en trouve pour s'inquiéter de ce que l'histoire parfois crachote et que parfois l'histoire bégaye et qu'on n'en tire pas forcément toutes les leçons et que le spectre d'un troisième conflit mondial, plus que jamais, flotterait, peut-être un peu visqueux au-dessus de nos têtes. Les équations ont changé, disent les uns, elles ressemblent à celles d'autrefois, disent les autres. On va voir pendant une heure qu'il n'est pas possible de prévenir l'avenir, mais que dans les équations à inconnus multiples, on peut parfois dénicher quelques constantes. Bonjour Oksana Melnichuk. Bonjour. Vous êtes politologue ukrainienne, réfugiée en France depuis le début de la guerre. Vous dirigez l'association Unis pour l'Ukraine. Exact. C'est tout bon. À vos côtés, Jean de Glignasti. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou, c'était entre 2009 et 2013. Vous êtes spécialiste des questions russes notamment. Et Guillaume Ancel. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu es ancien officier, chroniqueur de guerre, tu as commis Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, c'est paru chez Flammarion, et on te doit aussi le blog Ne pas subir. La probabilité d'un effondrement généralisé de tout ou partie de la planète dans un conflit de haute intensité est infime, en deçà du seuil de probabilité, écrit Frédéric Ancel dans son dernier livre La guerre mondiale n'aura pas lieu, c'est paru chez Odile Jacob. Le pire n'est pas toujours sûr, vous souscrivez aux propos de Frédéric Ancel? Qui se lance? Jean, je vous sens bien. Si on prend les différents conflits qui peuvent servir d'étincelle, le plus dangereux, c'est Pakistan et Inde. Parce qu'il n'y a pas 30 ans ou 40 ans d'usage de la grammaire nucléaire. Et là, je pense qu'il y a peut-être un risque sérieux. En Ukraine, je ne crois pas, parce que c'est triste à dire, mais parce que le vrai risque, ça serait que l'Ukraine comment dire, gagne la guerre, ce qui serait insupportable pour les Russes et qui conduirait à des réactions irrationnelles, notamment en Crimée et tout ça. C'est le moment où l'Ukraine était sur le point de reprendre la Crimée que le Pentagone s'est inquiété des risques nucléaires. Mais c'est quand même une probabilité assez faible. Et à Gaza, n'en parlons pas, parce que si le peuple ukrainien est un peuple un peu martyr, le peuple gazaoui, lui, il est complètement martyr, et tout le monde s'en fout. Donc personne ne va réagir à ce que font les Israéliens. Oksana. Je pense que nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Il ne faut pas avoir des illusions. Parce que la guerre qu'on a aujourd'hui, c'est pas la guerre comme les guerres précédentes, c'est quelque chose absolument sans précédent. C'est la guerre hybride, donc elle touche pas uniquement les armes conventionnelles, mais elle touche aussi les médias. Nous sommes en pleine guerre médiatique aujourd'hui entre tout ce qui dit Poutine, tout ce qui dit Trump, comment réagit la communauté internationale, etc., etc. Nous sommes dans la guerre de commerce, des tarifs, nous sommes dans la guerre des idéologies comme jamais auparavant. Et si avant nous avons pu parler des guerres localisées, là maintenant avec mondialisation, c'est fini. Il n'y aura plus des guerres locaux. Localement, il y aura que des conflits qu'on peut résoudre. Mais là, maintenant, la guerre qui est déclenchée par les Russes contre l'Ukraine, c'est une phase chaude
de cette guerre mondialisée qui a commencé par la violation par la Russie du droit international quand ils ont occupé Crimée et le Donbass ukrainien en 2014. Guillaume Ancel. J'ai été très étonné par la publication de Frédéric Ancel. J'ai trouvé le titre incroyablement opportuniste. Je veux dire, pour quelqu'un qui connaît la guerre, et je recommande plutôt le livre chez Autrement que je viens de publier qui s'appelle Petite leçon sur la guerre, on diagnostique jamais ce genre de choses. De dire il n'y a pas de risque de troisième guerre mondiale, alors c'est pas présomptueux, c'est con. Parce que en fait, personne ne peut savoir comment les choses vont tourner. Et on voit bien actuellement qu'on est dans une impasse, en particulier en Ukraine, qui est assez inquiétante. Parce que ni l'Ukraine ni la Russie ne peuvent l'emporter. Et quelque part, le fait que Donald Trump veuille imposer un accord de paix, je pense que dans cette situation-là, même si tout le monde regrettait l'accord qu'il voulait imposer, était une opportunité de sortir de cette guerre que de toute façon, les militaires ne peuvent pas achever. Et le fait que Donald Trump, à ce stade, ne débouche pas sur un accord parce qu'il découvre, à mon grand étonnement, que Poutine n'a pas l'intention de stopper, alors que c'était tout à son avantage. Ce que proposait Trump, c'était vraiment lui concéder tout ce qu'il avait conquis, plus d'empêcher l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, plus de réintroduire Poutine dans le concert des nations et d'effacer les poursuites. Je rappelle quand même que Poutine est poursuivi par la Cour pénale internationale. C'est juste tout ça que lui proposait Trump. C'est effarant que jusqu'ici Poutine l'ait refusé et ça nous met face au mur. Qu'est-ce qui se passe après ? S'il n'y a pas d'accord de cessez-le-feu qui permette de négocier, non pas une paix durable, mais au moins un arrêt des combats, nous sommes dans une véritable impasse militaire. Et du coup, le risque d'escalade à un moment ou un autre, ou de dérive très très forte est important, d'autant que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, on a cette saloperie de guerre au Proche-Orient, où manifestement Donald Trump a donné l'autorisation à Benyamin Netanyahou, dont je rappelle que c'est un extrémiste, de mener une politique qui consiste à mettre à feu et à sang la plus grande partie du Proche-Orient, sauf qu'il n'a pas le droit de toucher l'Iran jusqu'ici. Mais du coup, on se dit, on est en train d'aller où ? Et peut-être que dans cette situation-là, l'acteur qu'on entend le moins et qui, à mon avis, a un rôle crucial à jouer, c'est l'Europe. Parce que c'est elle qui a fait entendre raison à Donald Trump sur la situation de l'Ukraine et sur Zelensky. C'est elle qui a permis que Zelensky puisse discuter avec Donald Trump de manière intelligente et pas d'être humilié publiquement comme il avait fait à Washington. Mais il faut qu'elle change radicalement de politique, aussi bien en termes de sécurité pour elle, en montrant qu'elle est capable de former une industrie de la défense très forte, et puis surtout vis-à-vis du Proche-Orient, maintenant on est obligé de prendre des sanctions sévères contre le gouvernement Netanyahou, sinon il nous met non pas dans une impasse, mais dans le chaos dans tout le Proche-Orient. Je rappelle qu'en ce moment, par exemple, il est en train de bombarder en Syrie, alors qu'on a la chance de sortir de 50 ans de tyrannie Assad. Ce n'est pas le moment de déstabiliser ce pays. On devrait être en train d'accompagner la reconstruction d'un pays qui a souffert le martyre pendant un demi-siècle. Et on ne peut pas se permettre de préparer l'exode de la population à Gaza. Je rappelle que c'est un crime contre l'humanité au vu et au su du monde entier. Oksana, je vous vois acquiescer. Vous savez, la question est vraiment très, très large et très, très, très importante. J'ai quelques petites remarques par rapport de la guerre en Ukraine. Vous savez, je pense que pourquoi nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale? Parce que nous avons mal fini la Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes en continuation, si vous voulez. Parce qu'on a bien vaincu Hitler, mais Staline et ses héritiers, ils ont bien resté vivants. Et je voudrais rappeler que la Deuxième Guerre mondiale était déclenchée par le pacte Molotov-Ribbentrop. Je voudrais rappeler, à la veille de grandes parades de demain que chez nous on appelle la Victoriomania. On va en parler après. Donc, je voudrais rappeler à nos spectateurs et nos écouteurs que au départ, il y avait ce pacte entre l'Allemagne de nazi et Staline soviétique pour découper l'Europe, pour partager les zones d'influence. Et à mon avis, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe quand Trump essaie de négocier avec Poutine. Parce que Poutine, comme vous avez dit Guillaume,
Et n'oublions pas qu'il y a un mandat d'arrêt de Cour pénale internationale qui a été créé comme le résultat de victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, personne s'en fout qu'il est criminel de guerre. Donc, le droit international, il est absolument détruit aujourd'hui. Il ne fonctionne pas. Et si on n'arrête pas Poutine d'une manière soit diplomatique, soit militairement, ce que les Ukrainiens n'excluent pas, la guerre va continuer en permanence. Parce que il n'y a pas, pour les Ukrainiens, dans les yeux des Ukrainiens, on ne peut pas négocier avec Poutine. C'est lui qui est agresseur. Nous sommes agressés. Poutine a déclenché la guerre. Vous imaginez si on a commencé les négociations en 1944 avec Hitler? C'est impossible. Vous savez, on répète les mêmes fautes stratégiques qu'on a déjà commises. Et les Ukrainiens croyons, nous croyons tous, que c'est seulement la victoire de l'armée ukrainienne pourrait amener vraiment la vraie paix juste en Europe et dans le monde. Jean, vous n'êtes pas d'accord avec ça, je crois? Pas tout à fait, oui. Mais bon, ça fait partie du jeu. Pour le pacte Molotov-Ribbentrop, juste une petite remarque, c'est que à l'époque, c'était la course pour savoir vers qui l'Allemagne nazie, dont le programme a été écrit dans Mein Kampf, se précipiterait d'abord, sur la Russie ou sur l'Europe. Donc il y avait au moment où il signait le pacte de Molotov-Ribbentrop, il y avait une délégation franco-britannique à Moscou qui cherchait à négocier un pacte avec les Russes. Donc c'est un contexte un peu différent. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Oksana. Il y a eu une tentative, une vraie, et qui a assez bien marché, de créer un ordre international plus pacifié après la guerre, mais il était fondé sur une répartition des zones d'influence et non pas sur la lutte de la démocratie contre la dictature, etc. D'ailleurs, le mot démocratie ne figure même pas dans la charte de l'ONU, parce que la moitié des États qui étaient membres de l'ONU n'étaient pas des démocraties. Donc, et les atteintes au droit international ont commencé malheureusement bien avant l'Ukraine. Ce qui s'est passé avec l'occupation des territoires occupés à Gaza, etc. Enfin, pas seulement à Gaza, mais en Cisjordanie, ça a commencé bien avant et la communauté internationale était impuissante. Et la Cour pénale internationale a inculpé Poutine pour des raisons justifiées mais politiques aussi en une semaine. Et il a fallu presque 3 ans pour inculper Netanyahou. Et en fait, tout le monde sait que ça marchera pas puisque les Américains ont boycotté la Cour pénale internationale. Donc malheureusement, je pense qu'il faut introduire dans l'analyse de la situation internationale une certaine dose de réalisme pour tenir compte des rapports de force et des zones d'influence. C'est terrible à dire, mais il y a une école diplomatique, qui est celle de Kissinger, à laquelle j'appartiens en partie, qui estime que si on ne prend pas en compte les vrais rapports de force, on crée des catastrophes beaucoup plus grandes. Guillaume? Ouais, c'est intéressant la vision historique de Jean, parce que sinon on analyse le conflit en Ukraine uniquement à travers notre prisme actuel. Et en fait, on oublie justement le rapport de force. Or, ce qui est assez surprenant, c'est que Poutine, demain, va essayer de faire une grande démonstration de force. On sait que l'année dernière, dans son défilé, ça avait été, très limité. Là, cette année, il va faire un défilé de la grande commémoration de la grande victoire contre le nazisme. Le président chinois qui sera là. Et il y aura le président chinois, il y aura même une délégation chinoise militaire qui défilera avec l'armée russe. C'est d'autant plus intéressant que l'armée russe n'a jamais été aussi faible. Qu'en fait, aujourd'hui, l'armée la plus faible entre la Chine, les États-Unis et la Russie, c'est clairement l'armée russe, qui est légèrement supérieure à l'armée ukrainienne, mais je rappelle quand même que c'est un pays 5 fois plus vaste, mais qui n'arrive même pas à la dominer, alors que c'était censé être la deuxième armée du monde. Que quand Poutine a déclenché sa guerre de domination, de soumission de l'Ukraine, en fait, il s'est brisé les dents sur la résistance ukrainienne, alors qu'il pensait racler ça en 3 jours, en 3 semaines au pire. Et donc, demain, il va commémorer, ou plutôt il va essayer de faire une démonstration de force au monde entier sur un échec militaire. Et c'est assez étonnant de se dire, au fond, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un accord avec cet homme qui ne reconnaît pas la réalité, qui d'ailleurs cherche à réécrire une partie de l'histoire, qui veut s'appuyer sur la Chine pour montrer qu'ils sont les gardiens de la vérité historique. Ça fait un peu froid dans le dos. Et qui, en plus, ne sait même pas
comment terminer cette guerre en Ukraine, alors qu'à la vitesse à laquelle l'armée russe progresse, il leur faudrait un siècle pour essayer de conquérir l'intégralité de l'Ukraine, et je pense qu'ils n'y arriveraient pas. Vous Oksana, savez, puis-je- je peux vous donner les réponses très simples. Comment arrêter cette guerre? Il faut laisser l'Ukraine gagner cette guerre. Parce que pendant 3 ans, l'Ukraine était vraiment retenue par les Alliés et surtout par les Américains de ne pas gagner la guerre. On a reçu l'aide, certes, et pour laquelle nous sommes toujours et nous serons toujours très reconnaissantes, mais cette aide, elle était prévue uniquement pour tenir le front, pour ne pas tomber devant Poutine. Mais les guerres, pour les finir, il faut les gagner. En fait, je n'aime pas l'expression gagner la guerre parce que si on gagne la guerre, on a la guerre tout le temps. Il faut gagner la paix. Et pour gagner la paix, il faut avoir l'armée qui est très forte. Je ne suis pas d'accord avec vous, cher Guillaume, que l'armée russe elle est un tout petit peu supérieure de l'armée ukrainienne. Je pense que c'est la diplomatie russe qui est supérieure que la diplomatie ukrainienne, parce que c'est la diplomatie russe qui a réussi à avoir ce qu'on appelle chez nous la second track. Ça veut dire que depuis décembre 2022, il y avait les négociations entre les Américains et notamment entre le directeur de CIA, du service de renseignement américain, et chef de sécurité russe, pour, quand ils ont compris, les Américains, que la guerre était inévitable, ils ont fait une vraie deal, les Américains et les Russes. Les Américains disent, OK, vous ne touchez pas les pays de l'OTAN, et en contrepartie, les Russes, ils ont reçu un accord des États-Unis qu'ils ne vont pas permettre aux Ukrainiens de frapper sur le sol russe, ce que nous avons observé. Donc l'Ukraine menait cette guerre avec les mains qui étaient cachées derrière, avec une seule main. Si on laisse, et on pouvait finir la guerre, même en septembre 2022, si on aura tout ce qu'on a demandé pour la finir. Et je voudrais rappeler aussi qu'il y avait cette fameux mémorandum de Budapest de 1994 qui a limité l'Ukraine en armement. Donc l'Ukraine n'est pas demandé l'armement et l'aide. L'Ukraine a demandé juste les alliés, les gens signataires de cette mémorandum, de respecter les obligations qu'ils ont prises. Ça veut dire garantir la sécurité à l'Ukraine. Et en contrepartie, je rappelle, l'Ukraine a rendu 4000 têtes nucléaires et 467 avions. Je ne pense pas si on aurait cet arsenal, les Russes pourraient oser toucher 1 centimètre de sol ukrainien. Jean Griassi. Alors, sur ce dernier point, avant de revenir, en fait, l'Ukraine a renoncé à l'arme nucléaire en 1992 en adhérant au traité de non-prolifération en tant qu'État non doté d'armes nucléaires. C'est-à-dire que l'Ukraine avait déjà renoncé aux armes nucléaires au moment de Budapest, pardon. Et en fait, c'est la diplomatie ukrainienne qui, habilement, a essayé de négocier une renonciation qui avait déjà eu lieu et d'obtenir une garantie internationale. Alors que le Kazakhstan, qui avait renoncé à ses armes nucléaires, n'a rien obtenu du tout. Donc c'est plutôt un succès relatif. On a vu que ça n'a pas marché, mais Budapest était quand même un succès. Non, mais je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, non, mais il ne faut pas faire la désinformation. Budapest, c'était une catastrophe et c'était une énorme faute stratégique grave pour laquelle Clinton a déjà s'excusé même. Vous voyez, il ne faut pas répéter les mêmes, s'il vous plaît. L'école de Kissinger, c'est fini. C'était dans le XXe siècle. Aujourd'hui, nous avons l'autre école diplomatique et cette école diplomatique s'appelle l'armée ukrainienne. Oui, non, ça, très bien. Mais tout ceci n'interdit pas le fait qu'en 1992, l'Ukraine a renoncé à l'arme nucléaire. Oui, en contrepartie de garanties de sécurité qui n'étaient pas respectées. En 92, c'était une adhésion. Non, c'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. J'ai vécu cette période en Ukraine. Je l'ai suivie de A à Z. Je travaille à l'ambassade de France et je sais exactement comment ça se passait. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je vais parler uniquement d'un point de vue militaire. Et pardon, mais si l'Ukraine avait une arme nucléaire, ça n'aurait rien changé. On le voit très bien dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan aujourd'hui. Les deux sont dotés d'armes nucléaires. Ça ne les empêche pas de s'agresser avec des armes classiques. Le nucléaire ne dissuade que d'une attaque nucléaire. Et j'imagine pas 2 secondes l'Ukraine avoir la bêtise suicidaire d'utiliser une arme nucléaire, même pour se défendre à un moment contre une attaque classique. C'est pas la question et deuxième chose, Oksana, mais je d'utiliser. réponds jusqu'au bout, c'est que d'un point de vue strictement militaire, l'armée ukrainienne ne fait pas le poids face à l'armée russe. Si elle n'est pas aidée par une multitude de pays, elle ne peut pas gagner. Et en fait, ce qui empêche
l'Ukraine de gagner, c'est que ces autres pays, ces pays alliés, ne s'engagent pas avec l'Ukraine. En réalité, si l'Ukraine avait voulu gagner ce conflit, il aurait fallu que des armées occidentales, et en particulier l'armée américaine, acceptent de venir se battre sur le territoire ukrainien, comme elles l'ont fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens très bien de militaires ukrainiens lors de la contre-offensive de 2023, qui a été un échec terrible pour l'Ukraine, et qui, quand les instructeurs, les conseillers de l'OTAN disaient attention, il faut vous concentrer à un endroit, vous n'acceptez pas de sacrifice assez important à un endroit pour pouvoir percer les lignes russes, les militaires ukrainiens nous répondaient assez durement, vous êtes sympa, mais vous, votre référence, c'est le débarquement en Normandie. Sauf que si en Normandie, les Américains n'avaient pas débarqué avec vous, vous seriez encore sur la plage. Et pour moi, la vraie différence historique entre les deux combats, c'est que dans l'un des cas, les pays occidentaux ont soutenu l'Ukraine, mais sans jamais s'engager directement, même si leur engagement est très fort, financier, en termes de livraison de matériel, mais ils n'ont jamais envoyé un soldat se battre en première ligne, alors que dans la guerre dont on parle, la Deuxième Guerre mondiale, c'était un affrontement de blocs, mais les blocs complets, et on sait bien que même si Poutine le conteste aujourd'hui, ce qui n'est finalement qu'une confirmation de la vérité, c'est que sans l'implication de l'armée américaine, je ne suis pas sûr que l'armée britannique seule aurait pu emporter les Alliés et vaincre le nazisme. Jean ? Moi, je voulais rajouter une chose aussi, c'est que, en fait, Poutine a perdu la guerre au moment où nous parlons. Il a perdu la guerre parce que il y a une Ukraine indépendante, cohérente, unifiée dans la lutte contre l'envahisseur. Il a donné de la consistance à un pays qui en avait beaucoup moins, qui était partagé. On voyait les élections avec les pro-russes, entre guillemets, enfin c'est pas le mot, hein, mais en tout cas ceux qui étaient plutôt russophones, etc. Puis les autres avec des alternances, etc. Maintenant, le pays est unifié, il est pro-occidental, il est démocratique et il est libéral sur le plan économique. Et ça, il a perdu. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est les territoires occupés et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un énorme pari que font à la fois les Ukrainiens et les Russes dans cette affaire. Les Russes, comme l'a très bien expliqué Guillaume, c'est incompréhensible qu'ils n'acceptent pas les offres russes, et ça laisse sous-entendre qu'ils ont d'autres ambitions, c'est-à-dire de manger toute l'Ukraine ou d'établir leur tutelle sur l'ensemble de l'Ukraine. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et les Ukrainiens n'ont pas compris que l'essentiel, ils l'ont gagné, c'est-à-dire leur indépendance. Et donc, quand j'entends que ça n'a dire, ben, on va reprendre, c'est la victoire totale, on va reprendre tous les territoires, etc., là aussi, c'est relativement inquiétant à terme. Difficile à répondre parce que votre pays n'est pas envahi, donc vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Vous savez, nous parlons de troisième guerre mondialisée. Dès que l'ordre international est violé, dès que vous avez le précédent qu'on peut faire les choses pareilles, ça commence à exploser partout dans le monde. Si on laisse à Poutine 1 centimètre de la terre ukrainienne, les autres pays vont penser « Ah, c'est possible de faire comme ça? Maintenant, on peut entrer chez notre voisin, on peut imposer ça parce que nous sommes plus forts, plus grands, plus malins, nous sommes la diplomatie plus ruse, nous avons plus de pétrole, nous pouvons faire n'importe quoi. » Vous imaginez ça? C'est un basculement total de l'ordre international. Donc, on ne peut pas permettre à Poutine de prendre les territoires ukrainiens et reconnaître ces territoires, même territoires occupés, parce que ce sera le précédent pour les autres pays. Et nous voyons que maintenant, il y a beaucoup de pays avec les petits d'agresseurs. Et c'est un risque énorme qui met en danger tout l'ordre international pour l'avenir, pour l'ongle avenir Je d'ailleurs. note sur ce point votre désaccord, qu'il n'y a pas de raison de s'accorder. Guillaume Ancel? Ouais, en fait, Oksana a raison sur un point, c'est que le plus grand danger du conflit actuel, et je dirais quelque part de cette espèce d'ordre mondial rendu au chaos par Poutine, Trump, comme Netanyahou, c'est que le droit n'est plus une référence, alors que toutes nos sociétés démocratiques se sont développées sur le respect du droit. Et là, ce qui est très inquiétant, c'est que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, en fait, nous n'avons pas tellement d'alternatives au plan Trump. Je trouve parfaitement détestable, mais de croire qu'on va reconquérir la Crimée alors qu'on est incapable simplement de repousser les armées russes est un non-sens. À partir du moment où il y a eu cet échec de la contre-offensive ukrainienne qui était dotée de tous les moyens qu'elle avait demandé en 2023, mais qui n'a pas les bras nécessaires pour le faire et qui n'a pas la technicité militaire pour le faire, ça signait
l'abandon d'un espoir d'arriver vraiment à faire chuter l'armée russe en Ukraine. Aujourd'hui, nous n'avons même pas l'espoir de le faire. Le seul levier militaire qui reste aux Américains, ce serait de livrer une composante aérienne suffisante pour que les Ukrainiens puissent abattre un nombre significatif d'avions russes. Mais même ça ne leur permettrait absolument pas de reconquérir le territoire. Elles obligeraient simplement la Russie à venir discuter enfin de la paix. La réalité, c'est que au plan Trump, qui est parfaitement détestable, je le rappelle, nous n'avons pas réellement d'alternative. Et c'est pour ça que c'est consternant de se dire que Poutine le refuse en réalité, tout en disant qu'il veut la paix, mais il montre bien de l'autre main, comme l'a dit Macron d'ailleurs il y a peu de temps, Poutine est un menteur. C'est-à-dire qu'il continue à bombarder l'Ukraine tout en disant qu'il veut la paix. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même plus ce que veut réellement Poutine. Moi, je pense, contrairement à Jean, qu'il n'a pas forcément l'espoir de conquérir toute l'Ukraine, qu'il voudrait au moins avoir les 4 oblasts qu'il a annexés complètement. Et que son plan jusqu'ici, c'est au fond de continuer à avancer tant qu'il n'a pas conquis ces frontières-là. Mais son armée actuellement fait du surplace. C'est-à-dire qu'elle bombarde et elle tue des Ukrainiens tous les jours, mais elle avance à une vitesse de fourmi. Et les Russes ont consommé beaucoup trop de leurs moyens militaires en 2024 pour une avancée qui est ridicule, qui est de l'ordre de 0,6% du territoire ukrainien. Donc, même pour conquérir la fin de ces oblasts, il leur faudrait probablement 2 à 3 années de guerre pour quelques milliers de kilomètres carrés. Donc, pour moi, c'est un non-sens. Mais effectivement, là où je rejoins Jean, c'est que je ne comprends pas quel est l'objectif de Poutine alors qu'on lui offre un accord dans lequel il est gagnant sur tous les plans. C'est ça, Guillaume. Oksana, Jean, je vous donne la parole immédiatement. Gardez votre réponse en tête. Je fais une pause de chat parce qu'il y a plein de questions. On y répondra au fur et à mesure. Gardez bien votre réponse. Il y a Zaza Ofex, par exemple, qui dit Poutine ne perdra pas la guerre, qui ne peut que s'éterniser. Et oui, avec Trump, qui est un irresponsable, on peut voir éclater une guerre mondiale, à l'Europe de se préparer à résister. Cristalgre, lui, nous demande, vous nous dites que la Russie a une armée qui est faible actuellement. Cependant, la diplomatie russe a réussi à renforcer son armée grâce aux aides chinoises de Corée du Nord ou de l'Iran. Est-ce que cette aide militaire va compenser sa faiblesse? Et enfin, et après je vous laisse poursuivre, oui, il y a Margarine Yourcenar, salut Margarine, qui nous dit, est-ce que tu peux recentrer la discussion sur la guerre mondiale? En fait, on est dedans, ça va être notre fil conducteur, ou sur la guerre entre l'Inde et le Pakistan. On va l'aborder à un moment ou à un autre. Je signale d'ailleurs que mercredi prochain, on va consacrer 1 heure sur les tensions au Cachemire. Jean, Oksana, Juste une petite nuance. Je ne pense pas que Poutine veuille reconquérir l'Ukraine. D'ailleurs, il ne peut pas le faire, comme tu le disais. Ça, je ne pense pas. Ce qu'il veut, c'est mettre l'Ukraine sous tutelle. C'est-à-dire avoir soit un gouvernement fantoche, soit... Et moi, je me souviens très bien qu'un haut responsable russe, que je ne citerai pas, me disait, avant le sommet de Vilnius, qui a un peu déclenché tout ça, avant Maïdan, il disait, nous, pour l'Ukraine, c'est parfait. C'était du temps de Yanukovych, évidemment. Ils avaient un homme politique qui était proche d'eux. On a la neutralité de l'Ukraine par rapport à l'OTAN dans une loi, donc c'est acquis. On a une loi assurant la langue russe et on a un bail sur la base de Sébastopol, vers les mers chaudes. Pour nous, l'Ukraine, c'est réglé. Ça m'avait frappé. Ça a été, c'était en début 2013. Hein. Donc, et le sommet de Vilnius du partenariat oriental, c'est fin 2013 et après Maïdan, janvier. Donc ça, c'est un point important. Je pense qu'il cherche à mettre son influence et c'est là que l'Ukraine résiste et c'est là qu'elle a gagné. Hein. C'est un point important. Sur la force de l'armée russe, juste un petit point quand même. Il y a c'est Cavoli, le SACEUR, enfin le chef de l'OTAN américain, qui a devant le Sénat américain, qui a témoigné, qui a dit qu'actuellement les Russes produisaient 1500 chars lourds par an, 3000 blindés et des centaines de missiles, et que la montée en puissance de l'armée russe était quelque chose d'inquiétant et comportait des risques, alors que dans le même temps, les Américains ne produisent que 135, c'est le chiffre qu'il a cité, 135 chars par an. Donc la continuation de cette guerre a quelque chose d'extrêmement dangereux pour l'Europe. Alors je vais dire un mot sur le problème du niveau militaire russe. Oui, ils sont aidés,
À mon avis, pas tellement par la Chine. La Chine ne s'implique pas dans cette guerre, même si elle s'affiche consciencieusement là pour les commémorations de la victoire à Moscou. Mais pour moi, c'est plus une forme de défi à Donald Trump qu'une implication militaire. Nous n'avons jamais trouvé de traces d'armes ou de militaires chinois, mais de l'armée gouvernementale, pas des pauvres gens qui ont été recrutés par le biais de mercenariat sur le front en Ukraine. La Corée du Nord, le fait que la Russie soit obligée d'aller chercher de l'aide du côté de la Corée du Nord et de l'Iran, c'est plutôt un signe de faiblesse. D'abord, ce sont en général des armes de très mauvaise qualité. Il y a de nombreux témoignages de soldats russes qui disent qu'il y a un obus sur 5 qui explose tout seul, ils détestent utiliser ces armements, alors que les armements russes ne sont pas connus pour leur fiabilité. Les armements nord-coréens sont considérés comme antédiluviens. Donc ils ont encore plus de détestation à les utiliser. Mais évidemment, ils n'ont pas le droit de s'en plaindre. Ça montre bien que l'armée russe est dans un état de consommation, je dirais, de faiblesse structurelle actuelle. Et effectivement, ce qui est inquiétant, c'est que la Russie, elle, est en économie de guerre. Elle consacre plus du tiers de sa dépense publique à se réarmer. Or là, tous les analystes occidentaux sont d'accord pour dire qu'elle ne continuera pas un tel effort pour défendre ses frontières. En réalité, elle n'est absolument pas menacée. Donc si elle continue cet effort de réarmement, c'est parce qu'elle a bien l'intention de reprendre la guerre contre l'Ukraine ou de ne jamais l'abandonner, et probablement derrière d'attaquer des pays dont elle estime, et ça on en a la confirmation toutes les semaines par les membres du cercle de Vladimir Poutine, que les pays baltes, la Finlande ou une partie de la Finlande et une partie de la Pologne lui reviennent parce qu'elles font partie de l'ancienne Union soviétique. Voilà, donc il y a quelque chose de très inquiétant dans l'avenir, dont à mon avis il faut prendre garde. En fait, si on avait écouté ce que disait Poutine, on aurait probablement été moins surpris de la guerre en Ukraine. Je voudrais répondre à la question de notre spectatrice, auditrice, on dit comme on veut. On dit viewer, qui voulait nous retourner vers la guerre mondiale. Je voudrais attirer votre attention, chère madame, que nous sommes en pleine guerre mondiale déjà, et le front chaud, la ligne chaude aujourd'hui de cette guerre passe en Ukraine. Si vous pensez que c'est un conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est faux. C'est la guerre. Si vous pensez que Hamas a commencé son agression d'Israël le 7 octobre, c'était un truc local, c'est faux. C'est l'opération qui était bien préparée par les Russes. Le renseignement ukrainien, d'ailleurs, il a donné tout de suite, 10 au 12 octobre 2023, toutes les données que un mois avant cette opération de Hamas, il y avait les satellites russes qui étaient imposés dans cette région-là. En Liban, comme par hasard, il y avait Rachat Odeh qui était ouvert. Il y avait aussi les mercenaires russes, surtout, comment ça s'appelle, Wagner. Les Wagner étaient chez Hamas à Gaza à cette époque-là. Et c'est eux qui ont appris le Hamas utiliser les drones et surtout bloquer complètement toutes les zones de surveillance électronique israélienne. J'étais en Israël le 6 octobre. J'étais à Gaza le 5. Et j'ai décodé Israël. Et j'ai demandé, pour mon grande surprise, je n'ai vu aucun militaire israélien auprès du mur de Gaza. Je demandais comme ça, comme une Ukrainienne qui... C'est une des théories. Voilà. Et je dis, mais ils sont où vos militaires? Ils ont dit, ah mais déjà c'est la fête, c'était une grande fête. Et puis tout est électronisé, tout est sur surveillance, ne vous inquiétez pas. Je me disais, oh mon Dieu, vous voyez, c'était 5 octobre. Donc, si vous pensez que ce sont les trucs locaux, non, ils sont tous liés. Tout ce qui se passe à Proche-Orient, je vous rappelle que l'Union soviétique a eu ses intérêts dans le Proche-Orient. Hamas, c'est une créature de l'Occident et de l'Union soviétique. Tout ce qui se passe entre Israël et Palestine, c'est très compliqué, mais tous les problèmes étaient imposés par Staline exactement pour avoir cette possibilité de levier contre l'Occident. Donc c'est très difficile, c'est très compliqué, en géopolitique problématique, si vous voulez. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, vous dites, Guillaume, que vous ne comprenez pas pourquoi Poutine n'accepte pas l'offre de Trump. Souvenons-nous que Lavrov et Poutine, ils disent chaque fois, nous pouvons entrer dans les négociations en condition que toutes les cause première de la guerre vont accepter. La cause première de cette guerre pour Poutine et Lavrov et toute son équipe, c'est l'existence de l'Ukraine démocratique.
Donc, il voudrait voir l'Ukraine à la manière biélorusse et pas démocratique. Et dès que l'Ukraine démocratique existe, la cause première de la guerre de la Russie contre l'Ukraine existera. Donc, c'est une guerre existentielle, guerre hybride vraiment, parce que c'est la confrontation de deux idéologies. Aujourd'hui, l'Occident est confronté, l'Occident démocratique, il est confronté à le despotisme qui vient plutôt de l'Est du monde, avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Jean? Moi, je ne crois pas que ça soit une lutte entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Non, mais nous sommes pleins dedans, déjà. Mais C'est un opportunisme. ben, il y a des causes très profondes. La guerre ukrainienne, c'est 400 ans de présence russe dans un pays, une présence russe qui n'a jamais accepté qu'il y ait un noyau dur ukrainien non réductible à la Russie. C'est à la fois une guerre d'agression, c'est une guerre de décolonisation, c'est une guerre civile à certains égards, parce que il y a quand même une partie de la Non, population arrêtez, ça ukrainienne. c'est désinformation. Je Mais, proteste. Je proteste, ce n'est pas la guerre c'est- civile. ça l'est- La ça guerre l'est civile, plus, c'est parce un que- narratif de Poutine. Il ne faut pas répéter, s'il vous plaît, les Mais il y a un narratifs aspect guerre russes civile, depuis. Non, il n'y a pas d'aspect guerre civile. Ne répétez pas la rébellion- propagande russe. La rébellion qui a commencé. C'est Non, mais c'est des informations. Après les informations comme ça, on a les Mais- conséquences graves. Alors, je dis pas un tiers, moi je dis 10%, mais c'est clair que dans le Donbass, il y avait une partie de la population qui était plutôt pro-russe et que l'interdiction de la Donbass langue- était envahi par les armées russes qui étaient camouflées à se rebeller. Vous dites Bien les sûr qu'ils conneries, les ont aidés, excuse-moi, mais pas monsieur seulement. l'ambassadeur, mais il ne faut pas répéter des conneries de Enfin. la propagande russe, s'il vous plaît. Pas dans ma présence, Insultez en pas tout cas. Jean Biassi. Alors, je continue. On Donc, peut noter vos désaccords. Et donc, puis, en fait, il y a une volonté de récupérer territorialement, de récupérer une influence, il y a un enjeu mondial. Mais, par exemple, l'Inde, qui navigue entre les États-Unis et la Russie, est plutôt une démocratie quand même si elle se durcit. Et les démocraties essayent d'avoir de bonnes relations avec l'Arabie saoudite et même l'Égypte. Alors, Sisi est allé, ira au défilé de Poutine, mais en même temps, il est courtisé par la France qui lui vend ses mirages, etc. Donc, il y a des enjeux de géopolitique qui, peut-être que ça serait plus simple, mais je ne crois pas, ne sont pas réductibles à l'affrontement entre démocratie et régime autoritaire. dans le chat, Alpha Blue demande mais même si le conflit en Ukraine s'arrête, comment on évalue le risque que la Russie se réarme et réenclenche la guerre? Guillaume Ancel. Alors, en fait, le risque, il est avéré. Je dirais que dans les deux scénarios, on a une crainte sur l'avenir à moyen terme. À court Oui, terme, alors, on est en moyen plein... terme, c'est quoi? C'est Voilà. 6 mois? Alors, court terme, c'est vraiment, je vais dire, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on oublie d'ailleurs souvent en France. On transforme vite le truc, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. C'est l'Ukraine qui est en guerre. Et une guerre qui est terrible. Nous sommes menacés, ce qui n'est pas la même chose. Ce qu'on sait, c'est qu'avec ce programme de réarmement que décrivait Jean, en fait, la Russie est une menace à court terme. C'est-à-dire que dans les 2-3 ans, on sait qu'ils peuvent attaquer un pays de l'OTAN. Évidemment qu'il y a plusieurs pays de l'OTAN avant la France. C'est pas Strasbourg qui va être menacé demain matin. Mais si l'armée russe essaye de rentrer dans un pays balte, avec quoi est-ce qu'on intervient pour l'aider? Ça peut pas être avec que de la bonne volonté et quelques chars Leclerc qui sont complètement obsolètes dans l'armée française. Donc ça pose la question du réarmement de l'Europe. Mais oui, il y a une menace. Je dirais 3 ans, 2-3 ans, c'est court terme pour des militaires, surtout quand on est sur des programmes de réarmement dont on se souvient qu'ils prennent des années. C'est En 10 fait, pour ans, lancer la c'est ça, construction... c'est une dizaine d'années, un programme de réarmement? Non, alors quand c'est de nouvelles armes, mais là sur des armes existantes. Par exemple, si on avait passé un vrai programme européen de commande de chars lourds à l'Allemagne, à Krauss-Maffei, et qu'on l'avait distribué comme dans un Airbus de la défense, on pourrait avoir la production d'ici 2 ans de séries importantes qui auraient été diffusées, après distribuées entre les armées qui les auraient commandées. Malheureusement, l'Europe n'a pas encore fait ce choix. Elle est encore sur des répartitions strictement nationales. Et du côté français, par exemple, on fait un effort qu'on jauge en dizaines de milliards d'euros pour le réarmement, mais ça consiste à repeindre des chars Leclerc. En fait, la principale fragilité des armées européennes aujourd'hui, ce ne sont pas les milliards, ce sont le fait qu'elles sont dispersées entre 27 armées différentes. Et c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse, bien plus que de mettre du fric supplémentaire. C'est la manière dont on constitue
un outil de défense commun, en commençant par un système de renseignement commun, parce que c'est ça qui nous manque le plus. Tu me permets une transition justement avec une question de Soupapus. Salut Soupapus, qui dit: une défense européenne a-t-elle le temps d'être effective d'ici là? Alors tu as en partie répondu, mais peut-être qu'on peut poursuivre. Et avec une torsion de l'esprit, on peut peut-être lier aussi la question de Soupapus avec celle de GR33. Salut GR33, qui dit: quand la Russie va commencer à envahir la Finlande, les Pays-Bas, la Moldavie. Bon, il n'est pas dit qu'elle le fasse. C'est ce que présuppose GR33. Quel sera le choix des Européens ou des Français et est-ce qu'on aidera? Est-ce qu'on va détourner le regard? Qu'est-ce qu'il s'agira de faire? Oksana, puis Jean, puis Guillaume, peut-être? Vous savez, je voudrais dire que la faiblesse, une seule faiblesse de l'armée européenne aujourd'hui, ce n'est pas Qui croire... n'existe pas. non, mais de la potentiel militaire de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas croire à sa force. Il faut que moi, Ukrainien, je vous rappelle que les Européens, vous êtes avec nous 500 millions d'habitants. Il faut rappeler que l'Union européenne, c'est la première économie du monde. Il faut rappeler aux Européennes que vous possédez les meilleures technologies du monde. Vous possédez une arme absolument inacceptable pour les autres, pour le reste du monde. Vous avez la liberté, ce qui est très cher et très riche pour vous. Il faut que vous commencez à croire à votre force. C'est votre premier ministre, d'ailleurs, M. Bayrou, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Il a dit que si on calcule bien le potentiel militaire de tous les pays européens, nous sommes 2 millions d'hommes, quand même. Et vous avez peur qui? Vous avez peur le petit Poutine pitoyable qui n'arrive pas à même gagner quelques petits kilomètres d'oblast, de libérer ses propres régions sans l'aide de Corée du Nord. Mais c'est hallucinant, c'est honteux. Il faut arrêter d'avoir peur des Russes. Il faut arrêter d'écouter la propagande russe, qui d'ailleurs, dans la guerre d'information, ils se sentent très bien à l'aise ici en France, mais même sur certaines chaînes de télé. Ne cachons pas ça. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. L'Europe est la plus forte économiquement, militairement. Il faut juste avoir la foi en soi, dans sa force, avoir la confiance aux politiques. Heureusement que les politiques européens ne pensent pas comme vous, monsieur l'ambassadeur. Heureusement, vous avez le président Macron qui a bien compris que la France est une grande puissance mondiale. N'oublions pas que la France possède l'armement nucléaire, les bateaux nucléaires, les porte-avions. Non, mais il faut arrêter d'avoir peur de Poutine. Oui, on a peur de l'armement nucléaire de Poutine, mais putain, vous avez l'armement nucléaire aussi pour le répondre. Et l'armement nucléaire, c'est pas pour utiliser et pour répondre, c'est pour avoir la dissuasion. Et c'est votre président de Gaulle, il a dit, c'est pas la quantité de têtes nucléaires qui sont importants, c'est la manière comment on gère, comment on entretient l'armement nucléaire et quelle technologie on emploie. Les guerres sont gagnées par technologie, pas par l'armée. Moi, je suis frappé par le fait que on passe sur la Russie d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que parfois on dit, comme l'a dit Oksana à l'instant, le petit Poutine, ils sont nuls, ils sont faibles, ils n'arrivent pas à reprendre le territoire, tout ça est vrai. Et puis d'un autre côté, on dit, oh là là, mais dans 2 ans, ils vont conquérir l'Europe et ils vont prendre la Finlande, la Moldavie, etc. Donc quand on écoute vos auditeurs, effectivement, il y a un risque que la Russie vienne. Il y a quand même une espèce de contradiction dans ces termes. On dit l'Ukraine est faible, elle est obligée de recourir, pardon, la Russie est faible, est obligée de recourir à la Corée. Ils ont quand même réussi à faire peur à tout le monde. Et en même temps, elle fait peur à tout le monde. Donc il y a un problème. Là. Sauf les Ukrainiens. Il y a un problème de cohérence. Deuxièmement, l'Ukraine est un peu la guerre de l'Europe, mais c'est pas entièrement la guerre de l'Europe. C'est pas notre guerre à 100%. C'est un peu notre guerre parce que c'est important de bloquer la Russie, hein, il faut le dire, en tout cas les ambitions qu'elle a acquises et qu'elle développe maintenant. Mais c'est tout. La France va pas se détruire lui-même, risquer Paris elle-même, risquer Paris. Donc, c'est pas totalement. Je comprends que Oksana cherche à faire corps et à dire c'est toute l'Europe et que l'Ukraine fait partie de l'Europe et qu'il faut que l'Europe défende l'Ukraine jusqu'à la mort. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas pour les États-Unis, bien entendu. C'est pas le cas pour nous. Et troisième élément, je crois que, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, le nucléaire ne dissuade
que du nucléaire. Et que donc la meilleure façon, c'est quand même de développer des armements conventionnels de façon suffisamment, j'allais dire, dissuasive pour éviter de donner des idées, si je puis dire, à la Russie en cas de victoire en Ukraine. J'ajouterai un tout petit point quand même, c'est que il faut quand même garder en tête, on marche sur deux jambes toujours quand on fait de la diplomatie, une jambe militaire et une jambe diplomatique. Et moi, je regrette beaucoup que l'Europe, en même temps qu'elle soutient l'Ukraine et qu'elle comment dirais-je, qu'elle s'arme, hein, parce que elle est en train de s'armer avec, je crois, une certaine efficacité, mais il faut en même temps qu'elle ait une approche diplomatique. Sinon, finalement, elle disparaît. Il n'y a pas de présence internationale forte s'il n'y a pas ces deux aspects, la diplomatie et l'armée. Et l'Europe, pour l'instant, sur le plan diplomatique, elle se positionne par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Ukraine qu'elle soutient 100%, mais il n'y a pas de contact avec la Russie, il n'y a rien. Donc on est une non-entité diplomatique et ça me désole. Guillaume? Il y a plus d'un an et demi, on était en total désaccord avec Jean sur l'issue de cette guerre en Ukraine parce que moi, je croyais à une issue militaire. Et j'étais intimement persuadé qu'on pouvait encore, par la force, s'opposer à Poutine. Et Jean disait, à cette époque, et malheureusement, il a raison maintenant, que malheureusement, on serait dans une impasse et qu'à un moment ou à un autre, on serait obligé de reprendre une option diplomatique. Clairement, pour moi, le tournant de cette guerre, c'est l'échec de la contre-offensive de 2023, parce qu'à partir de ce moment-là, là où la situation était vraiment, difficile à pronostiquer sur le terrain, elle ne l'est plus aujourd'hui. L'armée russe a une supériorité sur le terrain, et d'ailleurs c'est elle qui avance et c'est elle qui bombarde au quotidien l'armée ukrainienne. Un des points qui pénalise le plus l'Ukraine, c'est l'absence d'armes qui lui permettent d'intercepter les bombardements. Et en plus, quand ce sont des bombardements qui sont faits avec des missiles de croisière à partir de porteurs qui sont à plus de 1000 km de leur objectif, il n'y a aucun armement qui permettrait de les intercepter aujourd'hui. Donc l'Ukraine est dans une situation où elle prend les coups, elle les rend aux Russes, mais elle prend les coups. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est ça qui a démontré le mensonge de Poutine, c'est que quand Poutine ose dire qu'il est favorable à une proposition de paix de Donald Trump, il continue à bombarder quotidiennement, qui plus est des cibles civiles. Donc il ne fait même pas croire qu'il attaquait une caserne militaire à Kiev ou à Kharkiv, il attaque, il bombarde, il fait régner la terreur, il montre que lui, en fait, il peut faire mal au quotidien. La situation est complexe parce que, au fond, oui, les Européens sur le papier sont importants. Oui, quand on additionne leur budget de la défense, ils ont 3 fois et demi le budget de la défense russe. Ils devraient être la deuxième armée du monde. Le problème, c'est qu'ils ne le sont pas pour une raison très simple. C'est que, Oksana, pardon, mais la France n'est pas une grande puissance. C'est une puissance moyenne qui se prend pour une grande puissance. C'est dommage que vous pensez, Oksana, que vous ne pardon, croyez je pas termine. que vous avez grande puissance. Non seulement la France n'est pas une grande puissance, mais comme tous les pays membres de l'Union européenne, elle est une puissance moyenne qui serait une très grande puissance si on s'alliait. Or, notre sujet, c'est que pour l'instant, on est loin d'être alliés. Et que quand on veut parler, par exemple, du point de vue militaire, on a 27 réponses différentes, et je ne parle même pas de la Norvège, de la Suisse et de la Grande-Bretagne. Donc, c'est assez ennuyeux de se dire qu'au fond, on est dans la situation inverse de l'armée américaine qui, aujourd'hui, clairement, est la première armée du monde. Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas 50 armées différentes, alors qu'elle a 50 États, que je n'ai pas compté le Canada ni le Groenland. Les armées européennes ne sont pas, dissuasives, parce qu'elles constituent 30 armées différentes, qui payent 30 fois un système de formation, un système de recrutement, un système d'équipement, un système de maintenance. Et c'est ça qui coûte le plus cher dans une armée. Or, s'il y avait un seul système militaire, là, c'est sûr que personne n'oserait s'attaquer à l'armée européenne en disant ils se prennent une raclée immédiate. La difficulté, c'est qu'il faudrait que les Européens, pour faire cela, et c'est tout à fait à leur portée, ils n'ont pas besoin d'inventer un grand concept, mais ils ont besoin d'une communauté politique dans laquelle ils reconnaissent enfin qu'ils forment un début d'États-Unis d'Europe avec une seule présidence.
Parce que l'armée américaine ne fonctionnerait pas si les 50 gouverneurs des États américains devaient donner leur aval à chaque opération militaire américaine. Elle marche parce qu'il n'y a qu'un seul chef des armées. Aujourd'hui, c'est Trump, on peut le regretter, mais en tout cas, il est reconnu par l'armée américaine. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faudrait qu'on constitue un Airbus de la défense, c'est-à-dire des grandes industries européennes qui arrêtent de jouer chacun dans leur coin en faisant croire qu'ils peuvent être compétitifs. Pardon, mais le sketch de Dassault avec ces avions dont il essaye de faire croire à toute l'Europe qui sont les meilleurs avionneurs du monde, alors que ce sont des avionneurs qui ont une petite taille. Ben, c'est un peu comme si l'Ateco Air, qui est une marque parfaitement respectable, essayait de faire concurrence à Boeing, alors qu'aujourd'hui, qui est le compétiteur de Boeing? C'est Airbus. Et donc c'est juste une question de taille pour l'Europe de la défense, mais ça nécessite de faire ce double chemin, d'une part politique, de dire on constitue les États-Unis d'Europe parce qu'on a besoin d'une seule gouvernance qui va s'exprimer de manière unique, et d'autre part, on a besoin de constituer un outil de défense qui ne perde pas de fric en se dilapidant dans des dizaines de structures différentes. Jean, vous déplorez l'absence ou la défaillance, la défaillance peut-être plutôt de la diplomatie ukrainienne. Comment on fait de la diplomatie en temps de guerre? Oui. Comment fait-on, pardon? De la diplomatie en temps de guerre. Ben, d'abord, la diplomatie en temps de guerre, ça a toujours existé. C'est pas forcément les diplomates qui le font. Il y a déjà, même en temps de guerre actuellement, à New York, l'ambassadeur des États-Unis rencontre quotidiennement l'ambassadeur de Russie. Et l'ambassadeur de France, c'est le dernier canal que nous avons d'ailleurs, c'est New York, et un canal bilatéral, mais assez réduit. Enfin, on vient de renouveler l'ambassadeur, peut-être qu'il y aura une nouvelle base de départ. Donc la diplomatie, ça existe toujours, même en temps de guerre. Hein. On a négocié avec les nazis à Genève, à un moment. Enfin, donc, ça c'est clair. Simplement, moi, j'ai été frappé par le fait que notre propre ministre des Affaires étrangères a dit « Je ne prends pas Lavrov au téléphone, donc tant qu'il n'a pas annoncé le retrait général des troupes russes des territoires C'est une posture, ukrainiens. ça, ou ça se passe vraiment comme ça? Oh, je pense que c'est une posture, hein, à un moment où l'Ukraine est quand même ébranlée et qu'il faut apporter son soutien à l'Ukraine. Mais c'est quand même un peu embêtant de ne pas avoir une certaine autonomie. Pour revenir à ce que disait Guillaume, je pense qu'il y a une priorité déjà, c'est d'avoir une industrie militaire européenne. Ça, c'est fondamental. C'est dans le cadre des traités actuels. On peut arriver à le faire et on peut arriver à le faire assez vite. Et on est en train de le faire, je crois. Sur ce plan, je suis relativement optimiste. Les décisions des conseils européens des 6 mars, 20 mars, outre le soutien à l'Ukraine, c'était le lancement de cette coopération militaire européenne. On a fait sauter les freins qui existaient pour l'endettement et pour fabriquer une industrie européenne. Donc ça, je suis là-dessus relativement optimiste. Sur une unité de politique étrangère et une unité militaire européenne, unité au sens commandement et unification, là je suis plus pessimiste. Je ne pense pas qu'un cadre en 27, et ensuite avec l'Ukraine qui a ses propres préoccupations, puis ensuite avec la Moldavie, et puis pourquoi pas la Géorgie, ça n'est pas possible. Donc je crois que récemment, il y a eu la visite de Merz, le nouveau chancelier, qui a... et un des résultats de cette visite à Paris, ça a été l'idée de créer un Conseil national de sécurité, national, on peut plus dire national, mais enfin un Conseil de sécurité franco-allemand. Et je pense par agrégation, à ce moment-là, peut-être on peut avoir une politique étrangère, une politique de défense commune. Mais je ne crois pas qu'on puisse le faire dans une Europe à 27 ou à 30. Guillaume, puis Oksana. Malheureusement, je suis d'accord avec Jean sur le fait que l'Union européenne n'est pas adaptée à une politique étrangère. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, et c'est la On guerre peut en imaginer Ukraine, un autre cadre. l'Union européenne continental. comme institution, en réalité, est un club de commerçants. Elle a été constituée pour ça. Elle a assuré la prospérité de l'Europe d'une manière extraordinaire, mais elle n'a jamais été conçue politiquement pour pouvoir mener une politique étrangère ou de défense. Et on voit bien qu'elle est en difficulté dès qu'elle essaye de rentrer sur ce champ. Tout le monde tombe sur la présidente de la Commission en lui disant « mais pardon, mais vous n'avez pas de légitimité sur le sujet ». Donc ça n'est pas jouable. Oui, on a besoin de constituer, progressivement, une communauté politique qui soit l'amorce d'États-Unis d'Europe, mais au début, ça peut être 4 ou 5 pays. Par contre, assembler nos armées
les armées telles qu'elles existent aujourd'hui au niveau de chaque nation n'est pas compliquée. Et on en a un exemple dans un pays qui n'est plus dans l'Union européenne, mais c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle est faite d'unités militaires qui, pour l'essentiel, sont attachées à une région. Et pourtant, ils servent tous la couronne britannique. Mais par contre, ils ont un seul chef. Mais n'allez pas dire à un régiment gallois qu'il est l'équivalent d'un régiment écossais. Et ils n'ont jamais eu besoin de ça pour constituer l'armée britannique. Donc on peut très bien faire une armée européenne avec des armées nationales, mais la vraie question derrière, c'est leur direction et puis les décisions structurantes, c'est-à-dire comment on les équipe. Aujourd'hui, en Europe, je n'ai pas compté, mais on doit avoir à peu près une quinzaine de types de chars différents pour seulement 27 armées différentes. Imaginons la même chose aux États-Unis. Tout le monde rigolerait si l'armée du Texas n'était pas armée de la même manière que celle du Michigan. Oksana. Je voudrais rappeler que, en continuation de tout ce que tu viens de dire, Guillaume, que c'est vrai qu'en Europe, il nous manque l'union politico-militaire. Et il me semble que devant nos yeux, maintenant, il y a cette nouvelle coalition qui vient d'être naître, coalition des bonnes volontés. Je rappelle, elle a été créée tout de suite en mois de mars pour soutenir l'Ukraine, avec les pays qui sont prêts à aider l'Ukraine. Cette coalition, elle est composée aujourd'hui par 30 pays, y compris Japon, Canada, Nouvelle-Zélande. Donc, peut-être c'est une nouvelle entité internationale, pas forcément européenne, mais internationale, avec la participation des Européens en majorité, qui va former cette nouvelle forme de coopération, parce que la coalition, par exemple, elle était réunie pour savoir est-ce que nous pouvons déployer les soldats européens sur le sol ukrainien. Et comme ils n'ont pas de veto, ça veut dire tous les pays qui veulent le faire, ils vont participer. Mais s'il y a les pays qui ne peuvent pas et ne veulent pas le faire, ils ne vont pas participer à ces déploiement de forces militaires. Mais au moins, nous avons une coalition forte qui se réunissent, qui travaillent 24 heures sur 7, et on voit les résultats de leur travail également. Par exemple, la rencontre de Zelensky à Vatican avec Trump, c'était le résultat du travail de cette coalition. Je rappelle que cette coalition, elle est coprésidée par président français, M. Macron, et Premier ministre britannique, Starmer. Donc, je suis plutôt optimiste pour tout ce qui concerne la solidarité européenne pour l'Ukraine. C'était le mot de la fin d'Oksana. Le mot de la fin, le mot de la suite, Guillaume Ancel. Ouais. Parce que je vois que je retourne et qu'il est déjà 18h, quasiment une. Juste un point, c'est que si l'Europe s'était dotée d'une armée avec une direction commune, si elle était intervenue quand les Américains les ont informés, parce qu'on l'a su des mois à l'avance, que la Russie était tentée, se préparer à envahir l'Ukraine. Le simple fait d'avoir déployé cette armée en Ukraine aurait probablement dissuadé la Russie d'attaquer. Il faut qu'on se pose la question aujourd'hui de est-ce que demain, pour les Pays-Baltes, pour la Finlande, pour une partie de la Pologne, il ne faut pas qu'on se prépare cette fois, non pas à dire on veut dissuader, mais à intervenir. Parce que Poutine ne connaît qu'une seule loi, c'est celle de la force. Exact. Merci Guillaume Ancel. Jean de Guignasti, le mot de la fin ou le mot de la suite? Je rebondis sur la force, hein, c'est juste. Je rebondis sur la force. Je crois malheureusement que c'est le lot de tous les chefs d'État, de tous les États, de n'agir qu'en fonction des rapports de force. 18h01, passé de 40 secondes. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir fait l'amitié de vos réponses. Je n'ai pas réussi forcément à vous mettre d'accord, mais il n'y avait pas de raison pour que vous soyez forcément d'accord. Je vous remets entre les mains d'Olivier Chauve. C'est pas Camille. Camille a filé dans un train. Merci d'avoir répondu à mes questions du chat. Je vous fiche dehors du studio. Merci infiniment. Les occasions ne devraient pas manquer pour qu'on reparle de géopolitique et malheureusement de la guerre en Ukraine. Bon retour chez vous. Bon week-end peut-être. Et à très bientôt. Bon courage alors. 18h02, passé de 10 secondes. Merci cher Olivier, merci de nous avoir dépanné aujourd'hui. Dans le chat, on reste ensemble, on quitte les inconnus de l'équation de la guerre pour aller saisir dans l'ère romain, celle qui anime les espoirs de quelques 1,4 milliard de catholiques du monde entier. Les cardinaux ont entamé ce matin à Rome une deuxième journée de conclave au Vatican pour élire un nouveau pape qui devra rassembler une église en proie aux divisions. Dans la chapelle Sixtine, les 133 cardinaux âgés de moins de 80 ans sont réunis depuis hier pour désigner un successeur au pape François. Hier, fumée noire, ce midi, fumée noire, pardon. Et ce soir, peut-être même tout à l'heure, peut-être dans une heure, peut-être une fumée blanche pour annoncer l'élection du successeur de Pierre, le chef spirituel des catholiques du monde entier.
Chers amis, bienvenue. N'hésitez pas à vous servir de l'eau. Vous avez chacune et chacun un micro. Il faut lui parler bien dedans. Ils sont très directionnels. 18 h, on peut dire bonsoir. Bonsoir François Mabille. Pardon. Vous avez votre micro, François? Bonsoir. François Mabille, vous êtes professeur de sciences politiques, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous êtes spécialiste de l'internationalisme catholique. J'ai tout bon? Tout bon. En face de moi, à vos côtés, Christophe Dickès. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste du Vatican. Et en face de moi, Ludmila Akoné. Vous êtes historienne spécialiste du Vatican à l'université de l'Italie, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je m'affiche, je me suis trompé. On a ouvert le conclave. Le conclave s'est ouvert hier. Pas de fumée blanche donc hier soir. Pas de fumée blanche ce midi non plus. On en est où? François, c'est pour vous. Ah bah écoutez, on en est... On va peut-être un peu se répéter. Vous êtes déjà venu. Bon, il faut qu'on fasse un point de situation. Oui, on est toujours dans l'attente. Et on est là parce que vous êtes impatient. Voilà, essentiellement. Alors que lorsqu'on regarde quand même l'histoire des conclaves, et pour en rester ne serait-ce qu'au XXe siècle, on pourrait penser effectivement que si on a un pape, il faudra quand même attendre 2 jours et demi. Alors moi j'ai lu 2 jours et demi, ce qui m'arrangeait pas mal pour aujourd'hui, voyez-vous. Voilà, alors effectivement, ça collait assez bien avec votre émission, mais voilà, ça dépend quand même d'un certain nombre de paramètres. Alors la moyenne en fait du nombre de scrutins, on va dire de Léon XIII, c'est la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est 7 tours de scrutin. Oui. Donc 7 tours de scrutin, ça voudrait dire qu'on aurait un pape, si cette logique est respectée, demain midi. Alors là, pour la première fois, on a un quorum qui doit être atteint de 89 votants. C'est très élevé. Par ordre de comparaison, Benoît XVI a été élu, si mes souvenirs sont bons, avec 84 voix. En fait, oui, les jeux sont très ouverts. Soit, en fait, il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que un personnage se détache dès le départ, c'est-à-dire qu'il a atteint, je sais pas, on va dire une trentaine de voix hier au premier tour, et il monte progressivement. C'est ce qui s'est passé avec le cardinal Bergoglio en 2013, qui est devenu François, et le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, après respectivement 5 et 4 tours de scrutin. Et donc premier scénario. Deuxième scénario, il y a une personne qui se présente contre cette autre personne, enfin non pas qu'elle se présente, mais qui apparaît comme un challenger. Et dans ce cas-là, on peut être dans une impasse et on doit remettre les compteurs à zéro en quelque sorte le deuxième jour. Et à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si il peut y avoir une pause en fait. Et cette pause, enfin c'est pas il peut y avoir, c'est qu'il doit y avoir une pause au bout du 3e jour. Mais en fait, on ne sait pas si dans la Constitution apostolique qui règle précisément le déroulé, on ne sait pas si c'est samedi ou dimanche. Est-ce que le jour d'hier est compté comme le premier jour, ou bien est-ce que c'est un jour plein d'élections? Je crois que c'est aujourd'hui le premier jour. Il n'y a pas de jurisprudence. Voilà. Donc non, il n'y a pas de donc ça serait si ce que François dit, ce que est vrai, la pause ça serait dimanche. Voilà. Donc potentiellement, moi en fait je crois pas à un conclave de plus de 3 jours, parce que l'Église se doit de montrer une forme d'unité. On n'a pas arrêté de parler d'unité pendant le pré-conclave, les congrégations générales. Ludmila. Oui, bonjour. Les Italiens sont très en attente. Bien sûr, vous savez qu'il y a séparation entre l'Église et l'État selon la Constitution, mais de fait, c'est autre chose. Il y a une tradition, et une tradition familiale, une tradition même topographique, puisque toute la ville de Rome, finalement, moi je suis romaine, il tourne vraiment autour du Vatican. C'est quelque chose qui est tout à fait présent. Il y a énormément de fidèles qui se rassemblent tous les jours pour attendre et qui espèrent. Et c'est vraiment une attente très importante, parce que nous sommes dans une période très troublée. Et il y a une attente par rapport à quelqu'un qui serait capable à la fois de faire de l'unité et aussi la fraternité en ce moment. Vous parlez de la politique interne italienne? À la fois interne et aussi externe, parce que vous savez qu'il y a des divisions au sein de l'Église, bien sûr, mais pas que au sein de l'Église, et bien sûr au niveau international, parce que le pape est un chef d'État, n'oublions pas, et c'est aussi quelqu'un qui a un rôle diplomatique essentiel. Quels pourraient être les rapports entre ce futur pape et Giorgia Meloni, par exemple?
Ah Ce que... Puisque vous m'avez mouché en disant que vous étiez spécialiste de l'Italie, là, Oui, je vous alors, absorbe. vous savez que Giorgia Meloni est une présidente du Conseil qui est extrêmement prudente. Elle ne dit jamais un mot plus haut que l'autre parce qu'elle est aussi un petit peu conseillée, notamment par Ursula von der Leyen. Voilà. On peut dire que dans sa coalition, tout le monde n'est pas d'accord et je pense par exemple à cette meeting qu'avait fait Matteo Salvini, où il y avait d'ailleurs aussi Marine Le Pen, il n'y a pas si longtemps, où Matteo Salvini avait osé brandir l'évangile en plein meeting politique, ce qui lui a valu quand même la critique très forte de la conférence épiscopale italienne, puisque évidemment c'est une confusion très importante. Donc vous voyez, au sein de la coalition de Giorgia Meloni, tout le monde n'est pas d'accord. Giorgia Meloni s'est présentée dès le départ, avant dans l'élection, comme chrétienne, ce qui a été critiqué aussi, hein, parce que forceur de neutralité. En même temps, c'est aussi dans la tradition. Chers amis, nous avons un pape. Nous Pardon apprend l'agence France Presse. Ah Il est 18h08 et le monde a trouvé donc son pape et je ne suis pas en mesure de vous dire qui, mais on va le savoir on va le savoir là. Je vous propose qu'on attende le livre. Voilà, c'est un flash de l'AFP. Voilà, j'attends le. J'attends le lead. Papam. Ça arrangerait bien mes affaires. Ah oui, Je suis désolé. Oh, Je vous emprisonne dans un studio à l'heure où vous avez peut-être envie d'être ailleurs à ce moment-là. Parce qu'on est d'accord, fumée blanche, normalement on sait. Est-ce qu'on va savoir là le nom du pape? On va le savoir très vite. On va le savoir Très vite, vite. on Très va le vite. savoir vite. Très très vite. Il faut ensuite. Il a qu'il fallu aille, 1 heure entre la fumée blanche et la sortie du pape François. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut qu'il aille dans la salle des soupirs. Voilà. La chambre des pleurs, voilà. Voilà, oui, plus exactement. J'étais dans la phase d'avant. Les soupirs puis les pleurs. Je reçois 1000 Qu'il messages. choisisse son nom, voilà, qu'il revête un des 3 habits qui lui correspondra, et puis qu'il aille effectivement à la loggia de la basilique. Et qui se présente devant, hein, au balcon, devant la foule. Cyril, on n'a pas le canal 27 peut-être? Oui. Vous n'avez pas plus d'infos que moi? Bon, c'était pas prévu, mais tant mieux. Bon, on peut jouer peut-être au jeu des pronostics. C'est un jeu que vous n'allez pas aimer du tout, je sens. Bah non, je sais bien. Alors, en fait, on peut imaginer... Ah, Christophe, allez-y. Voilà, on peut imaginer Je sais que cette perspective n'amuse pas beaucoup François Mabille. Si rapide, un consensus. C'est qu'il y a eu un consensus quasi immédiat. Donc, c'est le premier scénario que je vous donnais, à savoir un nom qui s'est affirmé hier dès le premier tour et qui pourrait être Paroline. Voilà. Mais tout le monde pensait que le cardinal Scola en 2013 allait être élu. La conférence des évêques italienne avait même félicité le cardinal Scola dans un communiqué et il s'est avéré que c'était pas lui. Ça peut être aussi l'idée que vous avez 2 blocs qui se rendent compte assez rapidement qu'ils ne peuvent pas avoir la majorité et donc ils se tournent vers un candidat qui échappe en quelque sorte aux principaux clivages. Je pense à un cardinal comme le cardinal Mendoza, par exemple, Tolentino de Mendoza, qui est le préfet du Dicaster pour la culture et l'éducation, qui a un profil totalement différent, et qui, dans ces cas-là, n'est pas un candidat de substitution, mais un candidat dont on se dit il déplace les lignes, et en même temps, il permet d'échapper à une opposition frontale dont on voit peut-être, d'après les premiers votes, qu'elle risque de perdurer. Et auquel cas, effectivement, on se tourne vers un candidat de ce genre. Alors, nous sommes reliés au monde grâce à l'AFP, hein, pardonnez-moi. Ici, donc, on est au 3e étage de la maison de la radio. On est un peu enfermé, on est loin du monde. L'AFP nous dit que les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent à toute volée. Vives acclamations de la foule place Saint-Pierre à la vue de la fumée blanche. Qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? Si vous me permettez, je vous en prie. Je voudrais vous raconter ce que m'a fait de voir l'élection de François, en tant que romaine en plus. Oui. Alors j'étais à Paris parce que j'habite Paris. D'abord, il faut comprendre qu'on soit catholique ou pas, c'est un moment extrêmement important. C'est une choralité, c'est quelque chose qui
voilà, qui réunit les gens. Et lorsque nous avons vu la porte s'ouvrir et voir ce pape arriver, moi je vais pour vous dire, j'étais ébahie, je n'étais pas la seule. Nous voyons cet homme très simple arriver, sans apparat. Il est arrivé, il a dit bonsoir. Et là, je vous avoue que je dis c'est pas possible, c'était extraordinaire. Et puis il a fait ce discours. Alors quand il a dit François, évidemment, nous avons tous compris à qui il faisait référence, bien sûr à François d'Assise. Il a parlé avec une très très grande simplicité, a fait un discours très bref, et puis à la fin il a dit priez pour moi. C'est extraordinaire, hein. C'est quelque chose qui est voilà, qui a changé avec tout ce que nous avons vu auparavant, que l'on soit catholique ou pas, que l'on soit pratiquant ou pas, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Et c'est vrai que à la fois il y a la surprise. C'est un moment voilà, d'attente qui réunit une foule entière. Vous avez plus d'1,350 milliard catholiques officiels, disons, mais de personnes qui suivent les religions catholiques qui sont nettement plus nombreux. Et c'est quelque chose qui a un impact extraordinaire. Alors, très, très rapidement, dans ce que vous dites, moi, ce que je retiens, qui est quand même, me semble-t-il, un élément qui va perdurer, c'est que le style de François, alors, avec, je dirais, deux aspects, une certaine brutalité sur certaines questions, qui sera sans doute revue à la fois dans sa gestion de la curie romaine ou même dans certaines expressions qu'il a pu avoir sur des thématiques notamment sociales. Et le deuxième aspect, c'est celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire la simplicité, ce qui s'est vu avec son style de vie. Je quitte les appartements apostoliques pour me retrouver ailleurs, etc. Je pense que ça fait partie effectivement de ce qui a profondément marqué l'opinion publique, bien plus largement que la seule opinion catholique, et que là, on a retrouvé finalement une sorte d'adéquation entre ce que les gens, plus ou moins confusément, attendent d'une religion, et notamment du catholicisme, et donc je dirais un aspect d'exemplarité dans la vie. Et je pense qu'il sera très difficile pour un pape, ou en tout cas très risqué pour le nouveau pape, de s'éloigner par trop de cette simplicité affichée dans le mode de vie. Question dans le chat de Mzel Nigel, qui salue Mzel Nigel, c'est dur à dire ton pseudo, qui dit mais et le fait que ce soit si rapide, est-ce qu'il y a une explication? Oui, puisque cher ami, tout à l'heure vous me disiez non, oui, c'est-à-dire que sous les rires amusés de François Mabille. Voilà, en fait, c'est simple. C'est ce que je me suis évertué à expliquer depuis le début de cette période. Après la mort du pape, tous les cardinaux viennent à Rome et ils commencent à discuter les uns les autres. Ils commencent à discuter de façon informelle et de manière formelle. De manière informelle dans les différentes trattorias de Rome et de manière formelle dans ce qu'on appelle les congrégations générales. Les congrégations générales sont des réunions avec tous les cardinaux pour définir les défis de l'Église de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain, et dire quelle est la personne au fond qui est la plus à même de voir quelle est la personne la plus à même de répondre à ces défis. Et donc des noms circulent. On a beaucoup parlé du cardinal Lavigne, on a beaucoup à ce moment-là parlé du cardinal Parolin. Voilà, il y a certains noms qui émergent et on teste. Et en fait, qui teste, ce sont les faiseurs de papes. Les faiseurs de papes voient quels seraient les plus à même et ils vont pousser un candidat. Ceux qui sont trop à gauche, comme il y a une volonté d'unité, eh bien, commencent à négocier avec les gens sur leur droite et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que cela se fait. Et donc, l'importance des congrégations générales, là, sont confirmées. D'où la rapidité de l'élection. Donc, il y a eu 2 votes ce matin, 2 votes cet après-midi. Ça veut dire... plus hier. Ça fait 5 votes. C'est exactement ce qui s'est passé en 2013. Donc, on est en dessous de la moyenne que je vous évoquais tout à l'heure. Moi, j'avoue que je suis quand même surpris. Alors, je parlais de votre impatience, qui était une impatience justifiée, précisément parce que ce pontificat
d'une part, a manifesté des tensions internes tout de même assez fortes. Moi, j'avais vu quand même au moins 3 clivages importants. Et puis, On en avait le pape parlé, c'était François, exactement. il y a 2 semaines, je crois. Et puis, le pape a ouvert de très nombreux dossiers. Voilà. Et je pensais que le fait, effectivement, d'avoir ouvert autant de portes, entrebâillé autant de portes, allait poser un certain nombre de problèmes aux cardinaux pour trouver effectivement le profil le plus consensuel possible. Et donc, apparemment, ce qui voudrait dire quand même que, effectivement, soit on a 2 blocs qui se sont entendus parce qu'ils ne pouvaient pas être majoritaires, soit simplement que, en dépit des difficultés du pontificat, il y a quand même un bloc qui existait, une majorité qui existait sur des thèmes précis. Le cas du pape François, c'est un cas vraiment à part. Pourquoi? Parce que c'est le premier pape qui a été élu après une longue période de vacances. C'est-à-dire que le fait que le pape Benoît XVI ait renoncé début février, que cette renonciation a été effective fin février 2013, que le conclave s'est ouvert après, il y a eu quasiment un mois et demi, ce qui est considérable, et ce qui a permis aussi aux partis de pouvoir agir en sous-main, ces fameux faiseurs de pape, pour pouvoir pousser un candidat. Et on sait que l'après-midi même de la renonciation de Benoît XVI, le téléphone du cardinal Bergoglio a été longuement occupé. Ludmilla, pardon. Oui. Oui, c'est vrai qu'on attendait, on pensait attendre au moins un jour ou deux. C'est vrai que là, il y a une urgence. Vous avez remarqué la publicité qui est donnée à ce conclave au niveau international, elle est inouïe. On a remarqué tout cela, ça a été remarqué même par la presse italienne notamment. Il y a une attente dans un monde très troublé, dans un monde en guerre. Et je pense aux derniers mots de François sur la paix. Ce n'est pas étonnant pour un pape, mais c'était vraiment des mots très 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 forts. Et bien entendu, on peut parler de paix au sens international, mais aussi de paix intérieure, de paix au sein de l'Église, avec les clivages et les tensions qui existent. Et donc ça, il y a une attente évidente. François, j'ai une question pour vous de Jerry. Je pense que vous sauriez répondre. Vous allez tenter. Cette rapidité nous donne-t-elle une indication sur la tendance idéologique du pape? Même si on aura la réponse dans quelques minutes. Alors Jerry, il n'est pas sûr du tout qu'on ait la réponse dans quelques minutes. La dernière fois, il avait fallu quand même attendre 1 heure. François. Moi, je suis assez circonspect. A priori, effectivement, on peut penser qu'il y a une majorité. Et dans ces cas-là, on peut relire dans une certaine perspective ce qui s'est passé. Et puis des critères qui, pour moi, étaient des critères qui posaient des questions. Vous voyez, on a dit que, et c'est vrai, le pape avait nommé une majorité des cardinaux qui se retrouvent dans ce conclave. Et donc, beaucoup disaient, donc, le successeur sera nécessairement dans le sillage du pape François. Personnellement, j'étais plus circonspect, tout simplement parce qu'on a vu certains cardinaux nommés par François prendre assez rapidement position contre lui ou contre certaines décisions, ou manifester leur désaccord sur certains sujets. Donc pour moi, il n'y avait pas de lien aussi automatique entre une éventuelle majorité pro-Bergoglio et ces nominations. Peut-être que c'est un des éléments, effectivement, qui a joué. De la même façon que ce que vous disiez à l'instant me semble tout à fait juste. Le contexte international est peut-être aussi, dans ce conclave, on l'a vu dans le passé, un des critères qui a joué. Les derniers mots du pape, message pascal porté sur ce sujet, j'étais étonné, mais j'ai constaté que le cardinal Harré reprenait ces thématiques de la paix, alors à la fois dans ces mots lors des funérailles, mais également par la suite. Et on peut penser effectivement que le contexte international extrêmement troublé dans lequel on est, et qui a été là aussi l'un des éléments forts du pontificat qui s'est achevé, et pousser les cardinaux à se presser dire, un peu. Oui, on ne peut pas non plus montrer une église, pour revenir à ce que vous disiez, trop divisée, à un moment où précisément l'église doit tout de même prendre position sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que le pape a été empêché pratiquement depuis l'élection de Trump. Et donc là où on pensait, et où normalement il aurait pris la parole sur un certain nombre de sujets, finalement, quel est le dernier fait marquant qu'on retiendra de ce pontificat? C'est précisément son opposition frontale à Trump et J.D. Vance
sur la question La notamment déportation des immigrés. Exactement, voilà. Et ensuite, on ne l'a plus entendu pour des raisons évidentes, mais ce qui montre bien que là, cette parole pontificale était encore à ce moment-là extrêmement forte. Mais non seulement s'est prononcé contre la déportation des immigrés, il a fait une lettre à tous les évêques américains Avec une rapidité. Voilà. Oui. Qui a été très très forte et qui a effectivement suscité une colère de la part de Trump lui-même. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut dire que cette rencontre avec J.D. Vance, et on voit l'attitude, l'aplomb du cardinal Parolin, qui a été, comment dirais-je, vraiment d'un écuménisme, si vous me permettez le terme, extraordinaire. Donc, tout est possible. Nous savons qu'effectivement, François a nommé à peu près, si je ne me trompe pas, 70 cardinaux d'Amérique latine. Donc on a beaucoup parlé de cela. Il y a deux aussi, l'archevêque aussi de Manille aussi qui a été cité. Mais il est évident qu'à l'heure actuelle, la priorité, me semble-t-il, enfin je pense, hein, pour l'Église, c'est son unité, à la fois à l'intérieur, je dirais, urbi et orbi. Oui, oui, parce que c'est vrai que le pape François, voilà, sur plusieurs dossiers a été clivant et a créé non pas des fractures, parce que le mot serait trop fort, mais des questionnements. On a parlé de deux choses pendant ce pré-conclave, de l'unité, de la nécessaire unité, et puis aussi le fait que le prochain pape soit sûr théologiquement, ce qui était une manière un peu polie de dire que le pape François n'avait pas cette solidité théologique. Et d'où ces besoins. Mais c'est très difficile de répondre à la question de votre auditeur parce que tout est possible. Oui. Enfin, la science des conclaves, c'est qu'il n'y a pas de science, il n'y a pas On l'a d'automatisme. déjà évoqué, effectivement. Il n'y a pas d'automatisme. Et moi, je ne crois pas à un candidat qui ne soit pas un candidat de compromis. C'est-à-dire un candidat qui ne soit ni à droite ni à gauche. Pourquoi? Parce que à gauche, parce que le pape François était considéré comme plutôt sur son aile progressiste, un conservateur ou un ultra-conservateur comme Sarah Huber, que c'est pas possible. Et je vois plutôt une négociation. À un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi le cardinal R2, qui est plutôt de centre droit, a soutenu le cardinal Parolin, qui en disant bon ben voilà, on te poussera, mais tu dois donner des gages sur ta droite. Et donc ça c'est fort possible. Ça a été une rumeur démentie, mais ils vont pas bien évidemment dire ah bah oui, cette rumeur est vraie, je pousse le cardinal Parolin, parce qu'ils peuvent pas se le permettre. Voilà, ils peuvent pas se le permettre, et ça constituerait un problème, un problème. Donc c'est normal qu'ils demandent de telles choses, mais on peut se dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que ce genre de négociation ou bien d'entente, même si encore une fois on ne se porte pas candidat, on ne se porte pas, on ne fait pas campagne pour soi. Faire campagne pour soi, c'est le meilleur moyen de ne pas être élu. François, je vous en prie. Oui, peut-être juste pour rebondir et reprendre dans le même sens que disait Christophe, un pape pas sûr suffisamment sur le plan théologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les quelques tentatives d'ouverture qu'il a faites ont été jugées comme hasardeuses. Alors pardonnez-moi, je vous coupe. Justement, il y a Berbelotte dans le chat qui disait quand j'entends solidité théologique, j'entends rigidité du dogme. Oui, pour le dire autrement, je pense que l'une des grandes questions, et je reprendrai ce que disait Christophe d'une autre manière, mais l'une des grandes questions, la grande question qui traverse l'Église catholique actuellement, et je dirais depuis la fin de la guerre froide, c'est le rapport au libéralisme, et au libéralisme au pluriel. Voilà. Dans le cas du pape François, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'a pas été plus libéral que ses prédécesseurs sur le plan de la doctrine. Il n'a pas fait évoluer la doctrine. Simplement, il a dit, la doctrine, on la connaît, moi, je passe à une attitude plus pastorale. Voilà. Les quelques ouvertures qu'il a eues, ou qu'il a tenté, l'ont fait passer effectivement comme quelqu'un de peu sûr, ce qui était une façon de le dénigrer ou de le délégitimer. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que s'il y a eu un accord sur effectivement une solidité doctrinale, ça veut dire que sur le plan, je dirais, du libéralisme moral, il y a effectivement un consensus sur le fait que
on en reste à la doctrine habituelle et qu'il n'y aura pas plus d'ouverture. L'autre aspect dans la question du rapport au libéralisme, c'est le libéralisme économique et social. Et là, le pape François s'est situé dans la continuité de ses prédécesseurs. On peut remonter jusqu'au pape Léon XIII, 1891. On a là une doctrine sociale bien connue, notamment dans son antilibéralisme. Et je dirais que d'une manière générale, les cardinaux sont dans cet antilibéralisme catholique. On ne peut pas opposer Bergoglio et Ratzinger sur ce sujet. Celui qui critique l'idolâtrie du marché, c'est le pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Donc il y a eu des accents spécifiques chez le pape François, mais cet antilibéralisme effectivement perdure. Et vous voyez le clivage gauche-droite, on va dire que ceux qui le jugent trop à gauche diront il est trop à gauche parce qu'il ne se retrouve pas dans cet antilibéralisme économique et social, et ceux qui le jugent trop à droite sont ceux qui vont estimer qu'il n'a pas suffisamment évolué sur les questions de libéralisme moral. Ludmilla. Oui, je pense qu'entre Ratzinger et Bergoglio, il y a d'abord une différence de style très importante et aussi d'origine. Bien entendu, n'oublions pas que Bergoglio, c'est un pape d'Amérique latine et que Ratzinger, c'est un pape allemand. Mais en fait, si Bergoglio, si François a voulu se donner un style beaucoup plus pastoral que théologique par rapport à Benoît XVI, n'oublions pas quand même que c'est un jésuite. Ce n'est pas quelqu'un qui est à jeun de théologie, bien au contraire. Il a choisi de montrer autre chose. Et pourquoi il a choisi de montrer autre chose? C'est aussi parce que, nous n'oublions pas, il est arrivé dans un moment de crise très grave au sein de l'Église. Une Église qui était attaquée de toutes parts pour les scandales que nous savons par rapport aux prêtres, mais aussi par rapport à des questions financières. Enfin, c'est la vieille question de la simonie et du nicolaïsme, hein, depuis Grégoire VII. Vous voyez, voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a dû changer de style, marquer une rupture, parce que l'Église était en très, très grave crise. Donc ça, il ne faut pas oublier. Christophe Dickès. En fait, pour répondre aussi à la question de votre auditeur, on ne peut pas comprendre le pape François et l'Amérique du Sud en général si on ne voit pas le fait qu'en Amérique du Sud, on met les personnes d'abord, la doctrine, la loi après. Or, en Europe, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on met d'abord la doctrine et la loi et après, on met les personnes. D'où aussi le décalage qu'il y a pu y avoir avec l'Europe qui est clair entre le pape François et cette Europe qu'il ne comprenait pas et réciproquement. Et je rebondis effectivement sur ce que vous disiez. Vous avez si vous voulez, les fameuses congrégations générales en 2013 ont donné pour feuille de route au cardinal Bergoglio, élu sous le nom de pape François, de nettoyer les écuries d'Augias, voilà, du Vatican, ce qu'il a fait et ce qu'il a très bien fait. Alors il faut pas confondre le travail qui a été réalisé sur ce point, qui était tout simplement de travailler et d'assainir la Banque du Vatican selon les standards internationaux, et le fait que le Vatican, sur le plan financier, soit dans le rouge. Le Vatican est un État qui a un budget d'1 milliard. 1 milliard, c'est le budget d'un département français, donc c'est un budget qui n'est pas très élevé et qui est dans le rouge de plusieurs dizaines de millions. Et en fait, le Vatican, comme beaucoup dans le monde, comme beaucoup d'institutions dans le monde, a souffert très fortement du Covid et s'en est pas sorti, parce que les seuls revenus du Vatican, c'est le revenu des musées, les revenus en fait de tous les pèlerins, tous les touristes qui viennent visiter toutes les institutions qu'il peut y avoir dans cette ville magnifique qu'est Rome. Alors bien évidemment, il y a l'aide des Américains, il y a l'aide des Allemands, qui sont deux églises riches, même très riches, mais là aussi il y a eu en quelque sorte des bisbilles, parce que le pape François s'est élevé contre le libéralisme américain, contre l'ultralibéralisme, et ce qu'a fait Benoît XVI, ce qu'a fait
fait Paul VI, etc. Mais ça a été très fortement souligné sous le pape François, et plusieurs donateurs américains ont arrêté de donner au Saint-Siège. Voilà. Et à contrario, les Allemands, on attendait à ce qu'ils donnent davantage d'argent. Pourquoi? Parce que l'Église allemande est plutôt progressiste, voire très progressiste, ultra progressiste. Et en fait, l'Église allemande attendait énormément, beaucoup d'évêques allemands attendaient énormément, et beaucoup plus sur le plan de l'évolution doctrinale que ce que le pape François a fait. Et donc, dans les 2-3 dernières années du pontificat, les évêques allemands n'ont pas lâché le pape, mais en tous les cas, n'ont plus attendu de lui quoi que ce soit. Alors, je ne veux pas ruiner votre émission, mais j'allais dire que ça pose quand même la question de l'influence du pape sur l'Église, sur les catholiques, etc., par rapport au mouvement profond qui agite nos sociétés et qui agite également l'Église catholique. Si vous reprenez les derniers papes, vous verrez que ce soit Jean-Paul II, que ce soit Benoît XVI ou que ce soit le pape François, ils n'ont pas eu d'impact sur la vie des catholiques dans leur propre pays ou sur le dynamisme catholique dans leur propre pays. On évoquait l'Allemagne. L'Allemagne, depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est entre moins 300 000 ou moins 500 000 catholiques allemands par an. En Argentine, ces 15 dernières années, c'est moins 13% de catholiques argentins. Et la Pologne, alors les chiffres partent de très haut, il y a encore une appartenance catholique très forte, mais quand vous regardez le nombre de séminaristes, le nombre de personnes qui vont à la messe, etc., vous voyez qu'il y a quand même une baisse assez importante et que dans peut-être 10 ans, 15 ans, la Pologne sera revenue aux chiffres, pratiquement aux chiffres européens. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on parle quand même d'un thème qui est important, mais que l'influence, d'une part, peut être relative. Et le deuxième point que disait Christophe, qui est très important, dans les réformes de l'Église catholique, c'est extrêmement difficile de savoir où mettre finalement la barre dans cette réforme ou dans une sorte de réforme libérale du catholicisme. Le catholicisme est quand même une religion qui est extrêmement centralisée, hiérarchisée, et on voit bien avec l'exemple allemand que lorsque vous libéralisez un système autoritaire, c'est extrêmement difficile. Les critiques du pape François contre l'Église allemande ont été extrêmement dures. Il leur a dit: vous devenez une église protestante. Exactement. Il y en a déjà une qui marche très bien, elle n'en a pas besoin d'une seconde. Pourquoi? Je dirais tout simplement parce qu'ils ont pris au mot le pape François en disant: très bien, vous voulez une église plus inclusive, vous voulez revoir un petit peu le rôle des évêques, vous voulez davantage de laïcs, etc. Ok, nous le faisons. Mais vous allez jusqu'où? Vous déstabilisez un système qui est effectivement un système hiérarchique avec une institution fondée sur des hommes qui sont prêtres, des hommes qui sont évêques et des hommes qui dirigent les diocèses et les conférences épiscopales. C'est tout le paradoxe en fait de ce pape François, c'est-à-dire qu'il lançait en quelque sorte des ballons d'essai sur le fait que des femmes puissent devenir diacres, sur les bénédictions de couples homosexuels, sur lequel le Vatican a complètement rétro-pédalé, et donc il lançait des ballons d'essai, et puis quand en fait l'Église sur les divorcés remariés, voilà, les divorcés remariés, et quand l'Église allemande s'emparait de ces thèmes pour les développer, eh bien il leur demandait de freiner. Mais c'est précisément le pape François qui avait envoyé ces ballons d'essai. Et donc sur des sujets, sur de nombreux sujets, il a créé beaucoup d'espérance sur sa gauche et énormément de peur sur sa droite. Question un peu provoque de Cristalgre dans le chat. Il y a deux questions. La première, c'est pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, François, sur l'influence supposée du pape. Mais qui écoute le pape aujourd'hui? Les chefs d'État, les sociétés? Alors certes, oui, peut-être la communauté des croyants, et encore, chacun semble y prendre ce qui l'intéresse. Est-ce que son caractère idéologique est donc si important, demande Cristalgre, qui demande ensuite, dans un second temps, une toute autre question: quels sont les rapports entre les églises évangéliques et le pape? Est-ce qu'ils sont en concurrence? Oui, ils sont en concurrence. En Amérique du Sud, c'était très clair. Alors, rappelez peut-être, Christophe, ce que sont les églises évangéliques. Les églises évangéliques, en fait, c'est une branche du christianisme. Dans le christianisme, il y a les anglicans, les protestants, les catholiques et les évangéliques. Et les évangéliques sont
ont une puissance de développement qui est assez impressionnante. En Amérique du Sud, ils ont fait énormément, on a enregistré des croissances phénoménales. En Afrique, alors peut-être un peu moins Comme en en Asie. Asie, mais en Afrique et effectivement en Amérique latine très fort. En- Avec, si je peux me permettre, Oui, je vous en prie. une évolution, une émergence de ce type d'église évangélique, ou en tout cas, j'allais presque dire un évangélisme catholique. Alors ça peut paraître bizarre, mais vous prenez J.D. Vance, qu'on évoquait tout à l'heure. J.D. Vance se rapproche très très près des évangéliques américains protestants. Donc le caractère, alors très intéressant, alors qu'il est protestant, mais je lis moi-même la Bible et en quelque sorte je suis ma propre autorité, ce qui l'a amené à s'opposer directement à l'autorité du pape. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que Ça ne fonctionnait pas comme ça. ça fonctionnait pas tout à fait comme ça dans l'Église catholique. C'est-à-dire qu'immédiatement il a eu effectivement en opposition frontale le pape qui lui a dit ta lecture, c'est pas celle-là. Et comme vous le disiez, une lettre écrite aux évêques américains dans un temps record, rappelant l'organisation générale, qui faisait l'interprétation, etc. Voilà. Alors, ces églises évangéliques, effectivement, sont en concurrence avec le catholicisme. Et pour en revenir à votre première question sur l'influence, je pense que c'est une influence différenciée suivant les sujets, suivant les thèmes, bien évidemment. Et donc, il faut parler, je dirais, des réceptions, des discours et des thèmes promus par le pape. Je vous donne, et je termine là-dessus, juste un exemple. Le journal La Croix a publié une enquête il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, sur la grande encyclique du pape, Laudato Si. En France, 50% des catholiques pratiquants n'en avaient pas entendu parler. 50%. Voilà. Christophe parlait de l'Amérique latine. Quel est le catholique latino-américain qui n'a pas entendu parler de Laudato Si? Tous. Je ne compte plus le nombre de mouvements, le nombre d'universités catholiques, etc., qui ont repris ce thème-là et se sont engouffrés sur cette thématique environnementale. Et puis, il y a eu le fameux synode sur l'Amazonie. Voilà. Donc, vous voyez, suivant, j'allais dire les continuants, suivant voilà, les thèmes, chacun prend dans ce qu'il entend ce qui fait écho. Et ça explique également la difficulté à avoir une homogénéité dans le catholicisme. Ludmila, Alors, à propos de son influence, et je suis parfaitement d'accord. votre avec micro, vous Ludmila. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des thèmes. Alors, je pense à 2 thèmes en particulier. L'un, c'est son rapport à l'immigration, hein, et notamment ce qu'il a fait et ses discours qu'il a tenus à Marseille. Ce qu'il a réussi à faire à Marseille est absolument extraordinaire. Et il a suscité un enthousiasme incroyable. Un autre sujet qui est très important aussi, même s'il n'est pas forcément central dans la question de l'Église, il y a en ce moment des comités LGBTI qui ont défilé sur la place Saint-Pierre pour dire le pape François nous a redonné notre dignité. Alors, même si effectivement le Vatican a rétropédalé, mais quand même, il a quand même ouvert un certain nombre de portes. C'est difficile d'ouvrir grand ces portes. Est-ce qu'il est possible aussi de les fermer totalement? C'est une question. En tout état de cause, il a vraiment rempli son rôle pastoral, que l'on soit d'accord ou pas. Il a fait œuvre oui, écuménique et vraiment pastorale, oui. Et dans ce sens, si on va dans votre perspective, et j'y souscris tout à fait, on peut même se demander si d'une certaine manière, son pontificat n'a pas été un pontificat qui pensait surtout au pontificat d'après. Hein, c'est exactement ce que vous venez de dire. J'ouvre un certain nombre de portes, j'entrebâille des portes, je mets mon pied dans cet entrebâillement, et donc... effectivement, ce n'est pas durant ce pontificat qu'on va trouver un consensus sur ces sujets, mais à travers des nominations, à travers un changement de culture, à travers un changement de style, et en ouvrant ces thèmes-là, j'oblige tout de même mes successeurs à reprendre ces sujets, et sur certains d'entre eux, effectivement, ça pourrait être très difficile de revenir en arrière. Alors on peut avoir une sorte de stand-by, hein, de se dire pendant le pontificat qui vient, on pause, parce qu'il y a eu tellement de thèmes qui ont été agités qu'il est extrêmement difficile de tous les reprendre. Mais effectivement, une phrase comme « Qui suis-je pour juger ?»
ça va être très difficile d'entendre un pape publiquement dire je condamne de nouveau l'homosexualité comme ça pouvait être le cas auparavant. C'est-à-dire que cette attitude pastorale de reconnaissance de l'égalité, de la dignité inconditionnelle des personnes, parce que c'est ça que ça voulait dire. Elle existait dans le catéchisme. Alors elle existait dans le catéchisme, simplement effectivement dans la manière de présenter les choses, on voyait bien qu'il y avait un écart. Et le pape a resitué ce sujet d'une autre manière. Mais il est parfaitement dans l'imitatio Christi. C'est qui est sans péché jette la première pierre. C'est ça, en fait, à mon sens, ce qu'il a dit. Et donc, on l'interprète d'une façon ou pas. En fait, voilà, c'est exactement. C'est une ça, interprétation. Il n'a pas créé de nouveaux droits. Oui, et puis, mais c'est toute la différence que je soulignais entre ceux qui mettent la loi avant et ceux qui mettent les personnes avant. Et le pape François mettait effectivement les personnes. Dans les gros dossiers qui sont un rendez-vous pour l'avenir, il y a ce qu'on appelle la synodalité. Alors vos auditeurs ne savent pas forcément ce qu'est la synodalité. Pas forcément tous. En fait, la synodalité, il y a eu ce qu'on appelle un synode sur la synodalité. Un synode, c'est une réunion d'experts. Donc vous avez des évêques, des religieux, des religieuses, des laïcs. Parce que aussi, oui. le pape François a intégré des laïcs, des spécialistes, qui réfléchissent sur quoi? Qui réfléchissent sur les structures de pouvoir dans l'Église. Et en fait, c'est très intéressant de voir que dans l'histoire du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, eh bien, cette polarité progressiste conservateur peut prendre plusieurs couleurs. Et en fait, lors des congrégations générales, elle prenait quelle couleur? Il y avait ceux qui étaient pour la collégialité et ceux qui étaient pour la synodalité. La collégialité, c'est quoi? C'est le pouvoir des évêques. Les évêques doivent garder leur pouvoir et donc gouverner, sanctifier, enseigner. Et en fait, le monde laïque n'a pas à venir dans cet univers collégial. Tandis que la synodalité, c'est l'ouverture, et c'est ce qu'a voulu le pape François. Donc, quand je parlais de ballon d'essai, là, c'est un ballon d'essai qui n'est pas transformé, mais qui prend date avec l'avenir, puisqu'il y a un agenda jusqu'en 2028 sur ces questions. Question dans le chat, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre. C'est question de Nawal. Salut Nawal. Le cardinal protodiacre Dominique Montberti a-t-il une chance d'être le nouveau pape ou aucune? C'est celui qui est censé annoncer le nom du futur pape. Ça serait étonnant. Ça serait étonnant et en tout cas extrêmement amusant parce que je ne sais pas dans ces cas-là comment faire. Est-ce que lui-même un autre protodiacre, on nomme le deuxième dans l'ordre de préséance. Voilà. En fait, vous avez ce qu'on appelle des cardinaux évêques, des cardinaux prêtres et des cardinaux diacres. Et en fait, ça correspond à une tradition des premiers siècles dans l'Église. Aujourd'hui, les cardinaux évêques, alors ils sont tous évêques, bien évidemment, mais les cardinaux évêques, c'est un titre qui est donné à des cardinaux qui ont une grande importance dans l'Église, qui sont dans les structures de pouvoir, les cardinaux prêtres qui représentent des grands archevêchés, et puis les derniers, les cardinaux diacres, qui est la plus grosse partie, ce sont des cardinaux de diocèse ou bien des cardinaux de l'appareil curial qui correspond au gouvernement de l'Église. Question dans le chat de Birbelotte. Salut Birbelotte. Dans l'hypothèse d'un pape tenté par un renoncement, comme l'avait fait Benoît XVI, pardon, la question s'en va, pardonnez-moi, comme l'avait fait Benoît XVI, est-il possible pour un pape d'éventuellement créer des postes qui l'aideraient à diriger l'Église? Quelle latitude lui donne la constitution apostolique? Vous avez 3 heures. 3 heures, ouais. Je dirais d'abord que le pape a toute latitude. Il est quand même le souverain pontife et d'une certaine manière, dans la réforme, y compris du gouvernorat de la Cité du Vatican, le pape François a plutôt renforcé ses pouvoirs. Ensuite, le pape est d'ores et déjà entouré. La curie romaine, le gouvernement de l'Église, c'est quand même bien un gouvernement qui est là pour l'aider, et à commencer par le numéro 2, alors qui joue un rôle, on va dire, à la fois de Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères, en quelque sorte, le secrétaire d'État. Là, en l'occurrence, c'était le cardinal Parolin. Donc, le pape ne gouverne pas seul, et je dirais que, par ailleurs, il est quand même obligé de tenir compte des différentes sensibilités qu'il perçoit autour de lui. Dans quelle mesure le pape fait ce qu'il veut pour gouverner? En fait, il est tenu par le droit canonique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un droit. Mais il n'y a pas une cour du pape. Pardon. Il ne peut pas être démis, sauf s'il perd ses facultés de discernement. Oui, c'est ça. Il y a une clause. Il y a une clause spécifique qui porte effectivement sur cet aspect-là. Mais sinon, non.
Si vous voulez, on a tendance à surinterpréter le pouvoir du pape. Pourquoi? Parce que c'est ce que disait tout à l'heure François très bien, c'est que vous avez... Qu'est-ce que ça veut dire catholique? Il a Catholique, tout de même un pouvoir sous son Église. oui, oui, je vais y venir. Catholique, ça veut dire universel. Et donc, vous avez une tension entre le local et l'universel. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'un homme seul puisse diriger 1,350 milliard de catholiques d'un mouvement de baguette? C'est absolument impossible. François l'a dit, Laudato Si a eu un énorme écho en Amérique latine, tandis qu'en Europe, eh bien, l'écho a été moindre. Et donc, voilà, le pape, en fait, doit être obéi, normalement, d'un point de vue légal, quand il parle ex cathedra. Et un pape ne parle pas ex cathedra. Ex cathedra, pour ceux qui... Ex cathedra, c'est-à-dire sur le siège de Pierre. Et donc, en fait, c'est là où il proclame le dogme. Mais le dernier dogme qui a été proclamé, il date de 1950. Et donc, si vous voulez, il y a une forme de... Il y a une respiration, contrairement à l'image que l'on peut avoir dans l'Église, c'est ce que j'ai tenté de montrer dans mon dernier livre, contrairement à l'image que l'on peut avoir de l'Église, dans l'Église, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats et puis il y a des votes. Là, on a voté au conclave, mais dans les monastères, on vote également. Les salles capitulaires qu'on peut voir dans toutes les abbayes que l'on visite chaque été sont des salles où on débattait en fait de sujets. Alors, il y avait un historien qui disait que ça ressemblait plus à des débats comme il peut y avoir, comme il y avait dans les années 60 au sein du Parti communiste, là, place du colonel Fabien, avec des gens qui étaient choisis, mais on votait, on discutait, on débattait. Et donc, dans cette église, l'église, vous pouvez pas comparer l'église philippine avec l'église française et l'église américaine ou bien l'église d'Argentine. Donc, vous pouvez avoir des nuances et le pouvoir du pape dans tout cet univers, eh bien, est somme toute assez relatif. Ludmilla. Oui, je voulais justement pointer un malentendu qu'il existe parfois, parce qu'on parle effectivement de Pape François comme quelqu'un de très progressiste. J'ai été surprise d'entendre des critiques par rapport à ses positions sur l'avortement. Parce que, vous voyez, on ne peut pas imaginer je pense que ces termes, c'était quoi? C'était une armée de tueurs à gages, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était des paroles extrêmement fortes, très très fortes. À tout le monde qui vante. On peut discuter, on peut. Mais une femme qui avorte, c'est une femme qui fait appel à un tueur à gages. Un tueur à gages. Ce qu'il a répété en venant de Belgique. Ce sont des paroles extrêmement dures. Mais ceux qui pensent qu'un pape de l'Église catholique pourrait tout à coup être pour l'avortement, je pense que voilà, on se trompe de religion ou on se trompe de croyance, si vous voulez. La question, c'est comment est-ce qu'on dialogue avec les membres d'une religion, d'un parti politique ou autre, qui n'est pas forcément le sien, avec lequel on n'a pas les mêmes convictions. Mais imaginez qu'un pape catholique puisse être pour l'avortement, ça me paraît extrêmement difficile. En revanche, il y a effectivement des portes ouvertes que l'on a vues. Et donc on peut se poser la question du langage, on peut se poser aussi le fait que c'est un homme qui a été très public, qui a beaucoup communiqué. Et parfois, il a fait avec une certaine dureté et parfois moins. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une sorte de respiration d'amour que l'on voit, qu'on a vu dès le départ chez François, et en même temps parfois des mots assez durs. Voilà. François Mabille, puis oui, Christophe Dickès. Pour revenir sur ce que Christophe disait sur le pouvoir, je pense qu'effectivement il faut distinguer deux choses. Ce qui régit l'Église catholique, c'est donc le droit canonique. Bon. Le pouvoir du pape, il est quand même très circonscrit. Il est très important, effectivement, il est circonscrit. Au sens strict, je dirais que le pouvoir du pape, c'est déjà de nommer. Donc il nomme le personnel curial, voilà. Il nomme les cardinaux, il nomme les évêques, il nomme également les responsables ou il accepte la nomination d'un certain nombre de responsables religieux. Voilà. Ensuite, son deuxième pouvoir, c'est effectivement un pouvoir, on va dire, doctrinal. Mais vous voyez que autant sur les nominations, il a une capacité de décision et également de révocation s'il n'est pas d'accord. Autrement dit, il a un pouvoir de contrainte. Autant sur les textes qu'il promulgue, qui ont d'ailleurs
d'ailleurs un statut différent. Voilà, une encyclique, ça n'est pas la même chose qu'une exhortation, par exemple. Et là, le pape n'a plus de pouvoir de contrainte, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense, et je dirais que les fidèles disposent. Voilà. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, on peut distinguer entre ce pouvoir, y compris ce pouvoir doctrinal qui lui est reconnu par le droit canonique, et puis ce qu'on pourrait plutôt appeler l'influence qu'on évoquait tout à l'heure, et qui est une influence beaucoup plus diffuse. Ensuite, et je termine par là, par rapport à ce que vous disiez, je pense que par derrière, effectivement, cette question de la doctrine, il y a peut-être un autre enjeu qui est important aujourd'hui, qui n'a peut-être pas été souligné, qui est de savoir, puis précisément parce que l'on voit le fossé qui s'est quand même créé entre la doctrine de l'Église et puis la manière dont cette doctrine est acceptée et souvent refusée par les fidèles. Peut-être qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes attendent moins de l'Église dans ce domaine-là, et beaucoup plus, je dirais, dans le domaine simplement de la spiritualité. Il y a quand même, les sociologues des religions le montrent bien, des attentes extrêmement diverses, des pratiques extrêmement diverses, et peut-être que sur ce sujet-là, il y a des attentes non assouvies ou qui ne correspondent pas à, qui attendent en fait des attentes qui pour le dire autrement, à l'égard de l'Église catholique, qui ne sont pas encore suffisamment formulées ou qui ne sont peut-être pas suffisamment entendues par l'Église catholique. Le pape a beaucoup légiféré, le pape François a beaucoup légiféré de ce qu'on appelle de son propre chef. C'est-à-dire qu'il y a un texte, il y a un type de texte que publie le pape qui s'appelle le motu proprio. Le motu proprio, ça veut dire de mon propre chef. Et ce sont des textes qui ont une valeur légale. Donc par exemple, toutes les réformes qu'il y a eu sur les questions d'abus sexuels, ce sont des motu proprio. Et une des grandes caractéristiques du pontificat de François, c'est qu'il a, tenez-vous bien, publié 2 fois plus de motu proprio que le pape Jean-Paul II, qui a eu un pontificat 2 fois plus important en termes plus long, 2 fois plus long que son prédécesseur. Et puis je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a une chose qui est importante et dont on n'a pas conscience, mais dans la théologie, dans la théologie catholique, il y a une différence entre les idées et les personnes. C'est-à-dire que le catéchisme de l'Église catholique peut condamner l'homosexualité, mais il ne va pas et il ne doit pas condamner les personnes. C'est, je crois, Racine ou Corneille qui disait « Je hais ton idée, mais je chéris ta personne ». C'est-à-dire que la personne doit être au centre de l'amour de l'autre. Et c'est le message évangélique que vous évoquiez tout à l'heure. Et qu'on a retrouvé avec Jean 23, par rapport à la thématique de la paix. Du communisme. Je condamne l'approche communiste de la paix. Il faut se souvenir de l'importance du mouvement de la paix, de ce qu'on appelait aussi du progressisme chrétien dans les années 50. Et que dit le pape Jean 23, non pas de Chamiteris, que s'il est en désaccord avec les idées, en revanche, il y a une main tendue à l'égard des hommes de bonne volonté. Et on se retrouve exactement sur cette distinction que Christophe faisait. Ludmila ? Oui, alors effectivement, le pape, il a quand même, enfin les papes en Italie et aussi les évêques ont parfois pu prendre des positions politiques qui n'étaient pas forcément attendues ni souhaitable. Je donne un exemple très clair, en 48, lors des élections en Italie, la fameuse administration contre le vote pour ceux qui voulaient voter communiste, qui disait, de toute façon, dans l'isoloir, le Staline ne nous vous voit pas, mais Dieu, oui. Donc il y avait vraiment une ingérence à ce niveau-là. Il y a eu des ingérences aussi au niveau des référendums, par exemple, sur des questions de société comme sur l'avortement ou sur le divorce. Donc il y a eu des positions extrêmement dures qui ont été critiquées dans la société, bien entendu. Après, il y a aussi une question qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'Église catholique et dans la chrétienté, il y a la notion de pardon. Et donc ça, il ne faut jamais oublier cela. Non, là, je crois que ce que vous venez de dire, c'est un mot très important qu'on n'avait pas encore utilisé, mais que, me semble-t-il, est effectivement crucial, y compris d'ailleurs pour comprendre le pontificat du pape François. Vous avez parlé d'ingérence. Voilà. Il y a un pouvoir du pape, il y a une capacité d'influence, et puis il y a également une possibilité d'ingérence. Et effectivement, on voit bien que suivant les papes, il y a des ingérences. Et les ingérences, c'est quoi? C'est que à des moments très particuliers, on voit que le rappel de la doctrine catholique se fait,
et que, compte tenu du contexte, on n'est plus simplement dans l'éthique politique, on est dans la politique. Alors c'est le cas effectivement en 1948, mais on pourrait donner le cas plus récent, 2016, que fait le pape François en pleine campagne électorale aux États-Unis. Il parle de Trump, qui veut créer ces fameuses barrières aux frontières des États-Unis, en disant un homme qui veut créer des barrières, cet homme-là ne peut pas être chrétien. C'est typiquement une ingérence en plein débat politique, effectivement. Et je dirais que de la même façon, alors là c'est le cas aussi typique, si on considère que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens et que faire la guerre, se défendre, relève précisément de la souveraineté des États, lorsque le pape s'immisce dans le conflit entre les Ukrainiens et les Russes et que en 2023 ou 2024, il en appelle à une reddition de l'Ukraine, on est typiquement également dans une ingérence. Et je pense qu'effectivement, vous avez raison de rappeler que les papes peuvent s'ingérer dans les affaires des États sur un certain nombre de sujets. François Dickès. Christophe. Christophe, pardon. Désolé. Oui, si vous voulez, il y a un jour, on m'a demandé comment qualifier, mais au bout de 3-4 ans de pontificat, comment qualifier par un mot le pape François. Et je pense qu'il y a une part d'utopie chez lui par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que sur l'idée même de guerre, l'Église a toujours eu une théorie sur ce qu'on appelle l'idée de guerre juste. C'est-à-dire qu'une guerre peut être juste s'il s'agit d'une légitime défense, si elle est déclarée par une autorité légale, légitime, etc. Si les maux provoqués seront inférieurs aux maux actuels. Bref, il y a toute une théorisation de la guerre juste. Et cette théorisation de la guerre juste a été complètement balayée par le pape François. Alors, elle avait été commencée par être balayée par un vieux cardinal qui était un cardinal conservateur, le cardinal Ottaviani, au moment de la prolifération des armes nucléaires. Mais vous prenez un Jean-Paul II estimait que l'équilibre nucléaire était un moindre mal. Et donc, chez le pape François, ça, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, il y a une forme d'utopie. Et puis, il y a, malheureusement, j'allais dire pour lui, une réalité qui a été la réalité des urnes. L'élection de Mélanie, l'élection d'Orban, l'élection de Trump, toute l'élection de Milei, tout cela montre que le message du pape François n'a pas été reçu par certains peuples. Chers amis, il est 18h59 passé de 17 secondes et je pense qu'on va quitter ce studio sans avoir le nom du pape. On va le savoir, je pense, dans les escaliers parce que la place Saint-Pierre est noire de monde, les gardes suisses sont au garde à vous. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose bientôt, mais ça sera donc à la fin de ce stream. Ça nous laisse une ou deux minutes peut-être pour le mot de la fin ou le mot de la suite, François Mabille. Ah, écoutez, vous m'embarrassez bien. Je vais vous dire que je vais terminer comme vous m'avez mouché au début. Alors je vais terminer comme je vais commencer, mais dans un œcuménisme fraternel qui ne peut que vous faire plaisir. Je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez bien impatient. Je veux dire, je le suis tout autant que vous. Ça m'est très agréable. Christophe Dickès, pardon. Le mot de la fin ou le mot de la suite. J'essaie de trouver une anecdote sur un conclave, mais c'est extrêmement difficile. Je crois que le pape qui sera élu sera un pape de compromis. Je ne me suis pas trop trompé sur la temporalité du conclave en disant qu'elle allait être assez rapide de 1 à 2 jours. J'espère aussi ne pas me tromper sur cette question du choix qui serait un choix du milieu. Oui, juste un distinguo que je voulais faire, parce qu'il y a l'ingérence dans des élections politiques, c'est effectivement, d'ailleurs en 48, ce qui a posé problème, c'est surtout par rapport à l'État italien, qui, lui, ne permet pas, en théorie, cette ingérence, même si elle la tolère. En revanche, sur la question des murs, là, je pense que le rôle du pape a été beaucoup plus proche d'une autre question, c'est une question vraiment évangélique, justement, exactement comme Pie XI a condamné l'antisémitisme tout de suite après les lois raciales de Mussolini. On est dans une autre dimension, ce n'est pas une question d'ingérence d'élection politique, c'est quand même autre chose, me semble-t-il. Merci, Louis. Morale, c'est une question morale. Tout à fait.
Tout à fait. 19h01, passé de 20 secondes, l'agence France Presse nous dit que la bourse de Paris termine en hausse en profitant de l'optimisme, mais elle ne nous apprend toujours pas le nom du futur pape. 18h01, passé de 27 secondes, c'est la fin de ce stream, chers amis. Merci à tous les trois, merci d'avoir répondu à mes questions, Merci à beaucoup. celles du chat. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent partager le stream à leurs copains, leurs copines, leur maman, que sais-je, le stream est dispo en replay sur Twitch, sur YouTube aussi, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr, mais vous le savez, bien sûr. Il est aussi disponible en podcast ce soir sur la plateforme de Radio France. Merci à vous dans le chat pour vos questions, pour vos petits mots sympas. Merci bien sûr à Jérém Alamodé, merci à Stéphanie Berlu pour les visuels, merci à ma droite à l'excellent Cyril Balta qui nous donne l'image, le son, le pixel. Merci à Camille Rio à la programmation qui a filé dans son train pour un week-end bien mérité. On se retrouve nous mercredi prochain. Pas vraiment de bonheur, mais comme toujours évidemment de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.